Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier Xavier Niel qui a accepté d'animer cette masterclass exceptionnelle autour de la thématique de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors symboliquement, Xavier, on vous reçoit dans l'amphithéâtre qui porte le nom du fondateur de Sciences Po, Émile Boutmy. Et je m'occupe de Sciences Po Entrepreneur depuis 5 ans et on aime à dire à Sciences Po Entrepreneur qu'Émile Boutmy, en tant que fondateur, était peut-être le premier grand entrepreneur de l'histoire de cette maison. Ceci dit, ce n'était pas forcément si évident quand on a lancé cette initiative il y a 5 ans, parce que, bien sûr, nous avions une intuition intellectuelle qui était que toute la réflexion actuelle sur les usages de la technologie pouvait amener les sciences humaines et sociales à jouer un rôle important dans la création et dans le processus d'innovation. À ce titre-là, Sciences Po a donc décidé d'accompagner les entrepreneurs qui pouvaient être sur les bancs de Sciences Po ou les jeunes diplômés qui avaient envie d'entreprendre juste après leur diplôme. Simplement, nous sommes confrontés en tout cas nous avons dû enjamber 2 paradoxes pour une université. Le premier, c'était que, sincèrement, personne ne rentre à Sciences Po pour entreprendre. Donc il a fallu voir comment est-ce qu'on pouvait... C'était peut-être désespérant. Et nous avons agi pour travailler sur ce sujet avec Jacques-Henri Hérault qui a créé justement ce principe de masterclass chaque semaine où nous donnons envie et nous proposons aux étudiants de tous les masters, de toutes les formations, de venir échanger avec des grands entrepreneurs, des investisseurs ou des créateurs de start-up. Le deuxième des paradoxes, c'était que nous pensons que la réussite entrepreneuriale, ça ne s'apprend pas, mais ça s'accompagne. Et autant le premier sujet et le premier paradoxe, on l'a fait avec les outils du bord, les outils propres à la maison, autant le deuxième, il a fallu qu'on se fasse aider et accompagner nous-mêmes. Donc, on a commencé par créer des séminaires de business plan, des séminaires sur le conseil juridique aux startups, qui était là aussi ouvert aux étudiants qui avaient non seulement l'envie, mais une idée, quel que soit le master, quelle que soit la formation dans laquelle ils étaient. Puis, on a créé un incubateur qui a été inauguré en juin 2009 par M. Delanoë, maire de Paris. Nous avons aussi créé un groupe de business angels qui investit chaque année dans les startups de l'incubateur de Sciences Po. Le groupe s'appelle l'Ange Basile. Et aujourd'hui, les succès de Sciences Po Entrepreneur, c'est grosso modo entre 300 et 400 étudiants par an qui suivent l'ensemble du programme de Sciences Po Entrepreneur. C'est 60 startups qui sont issues de l'incubateur de Sciences Po. Et peut-être l'une des choses dont nous sommes le plus fiers, et notamment parce qu'on a créé Sciences Po Entrepreneur et l'incubateur quasiment au moment où Lehman Brothers s'effondrait, c'est que c'est le nombre d'emplois qui ont été créés par les startups depuis 5 ans. Pardon. Et à ce jour, à Paris et en région Île-de-France, 350 CDI ont été créés par des startups qui sont passées par l'incubateur de Sciences Po. Très clairement, ce succès-là, honnêtement, nous aurions pu imaginer que le faire tout seul dans notre coin était la solution. La réalité, c'est que la solution, ça a été de s'insérer dans un biotope, ça veut dire un lieu de vie favorisant l'entrepreneuriat et la prise de risque. Ce biotope et ce lieu de vie a été mis en place, a été développé, accéléré par la mairie de Paris depuis 5 ans. Nous en bénéficions. Et pour finir, je voudrais remercier la ville de Paris, Paris Région Lab, pour non seulement avoir travaillé à créer un environnement dans lequel la prise de risque et tout ce que ça comporte était favorisée, et surtout pour avoir cru que l'entrepreneuriat à Sciences Po avait un sens depuis quasiment le premier jour de cette initiative. Merci beaucoup. Jean-Louis, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Ça me fait quelque chose d'être ici, parce que certains d'entre vous le savent, j'ai enseigné dans cette maison pendant tellement longtemps que je n'ose même pas dire combien d'années. Et je dois dire, Xavier, je t'en faisais la remarque en arrivant, que mes amphis à moi étaient quand même moins bondés, quoi, hein. J'ai enseigné, y compris dans cet amphi, et c'était plus clairsemé, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Je voudrais d'abord remercier Xavier Niel d'avoir accepté de parrainer
année les journées portes ouvertes des startups parisiennes. Vous savez qu'on a créé cet événement. Comme vous l'avez dit, il y a un biotope, un écosystème à Paris d'incubateurs, de startups, d'expérimentation, d'innovation qui commence à être vraiment important. On en est à une quarantaine d'incubateurs, que ce soit des incubateurs publics ou des incubateurs privés, voire des incubateurs mixtes. Et puis, Xavier, tu as annoncé récemment à la mairie de Paris un investissement massif dans un bâtiment d'exception, la Halle Fraissinet, dans lequel tu veux faire un incubateur géant, le plus grand incubateur du monde, parce que tu ne lésines pas devant les superlatifs. Et tu as parfaitement raison, 1000 startups rassemblées dans un seul lieu, c'est tout à fait exceptionnel. On me demande souvent si ça va déséquilibrer le système de création d'entreprises à Paris. Et j'ai pour coutume de répondre non, je ne crois pas du tout. À chaque fois que nous avons ouvert un incubateur et que cet incubateur avait un nombre significatif de mètres carrés, je pense par exemple à Nord Express dans le 18e arrondissement, 8000 mètres carrés, je pense à celui qui est en train d'être ouvert à Boucicaut dans le 15e arrondissement, 6000 mètres carrés. À chaque fois, nous n'avons pas eu de difficulté à trouver les entreprises et les listes d'attente sont très longues. Hier, nous avons fait une séance de travail chez 50 Partners et les jeunes créateurs d'entreprises qui étaient présents dans cette conversation nous disaient que l'un des problèmes majeurs qu'ils avaient, c'était les listes d'attente pour trouver une place dans un incubateur, ce qui prouve le dynamisme et la puissance de la création d'entreprises aujourd'hui dans une ville comme Paris. Et de ce point de vue-là, pour une municipalité, pour l'exécutif municipal que je représente, c'est fondamental parce que c'est l'avenir de cette ville qui se joue dans la création d'entreprises. Les nouvelles technologies, les nouveaux services, les nouveaux produits, tout cela, ce sont les emplois du futur, ce sont les emplois de demain, ce sont les emplois pérennes, ce sont les emplois qui concernent aussi bien les diplômés, les Bac+5, que les non-diplômés, parce que ces emplois sont des emplois mixtes, sont des emplois qui peuvent concerner aussi bien des gens qui ont fait des études longues, des gens qui ont fait des sciences humaines et sociales, des gens qui ont fait bien sûr des sciences exactes, que des gens qui sont sortis avec ou sans le bac du système scolaire et universitaire. Et je pense que c'est fondamental pour une ville qui a une vocation mondiale, comme Paris, d'être à la pointe de la création d'entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, dans le domaine de l'innovation. Je reviens de New York, il y avait une conférence organisée par Michael Bloomberg sur les villes et l'innovation, et on se rend compte qu'il y a une dizaine, une quinzaine de grandes villes dans le monde qui aujourd'hui ont les talents nécessaires, ont le système universitaire nécessaire, ont les laboratoires de recherche nécessaires, ont l'ensemble des services dont une jeune entreprise a besoin pour pouvoir offrir la totalité de ce qui permet justement la création d'entreprises et le lancement d'une entreprise. Alors, Xavier, non seulement tu as annoncé la Halle Fraissinet avec ce que cela a de puissance et de visibilité que cela donne à Paris à l'échelle internationale, mais tu as eu une autre initiative, l'école 42. Je pense que tu vas en dire quelques mots dans cette masterclass, mais je voudrais dire à quel point moi je suis sensible, je le dis, dans ce temple de la tradition élitiste française qu'est Sciences Po, à quel point je suis sensible à cette démarche qui consiste à dire on doit pouvoir recruter des gens qui n'ont pas le bac ou qui ont été en situation d'échec scolaire. Et ce que l'on a à délivrer, ce n'est pas un diplôme, ce sont des compétences. C'est une capacité à entrer dans la vie active. Et je pense que cette démarche, elle est révolutionnaire, mais elle correspond exactement à la transformation que va connaître l'enseignement supérieur, pas seulement en France, mais à l'échelle de la planète. Vous avez tous entendu parler des MOOC, cette idée qu'il est possible d'enseigner à distance, qu'il est possible de faire un système de certification ou de diplomation auto-réalisé par les étudiants eux-mêmes. Toutes ces idées-là, qui pourraient apparaître folles, en fait, définissent ce que sera l'enseignement supérieur au cours du XXIe siècle. Et de ce point de vue-là, l'école 42 est, à mon sens, pionnière, à l'avant-garde d'une révolution
que va connaître le système d'enseignement supérieur. Et cette révolution, elle va aussi concerner le monde de la recherche. Il y aura des start-up de la recherche comme il y a des start-up dans le monde des entreprises. Et bien sûr, elle concerne le monde de l'entreprise parce que quand on parle de start-up, on ne parle pas seulement de nouvelles entreprises qui rêvent de devenir l'équivalent de Total ou d'EDF ou d'Orange. Non, on parle d'économie collaborative, on parle d'économie circulaire, on parle de stratégie coopérative, c'est-à-dire on parle de toute une série de manières d'entreprendre qui sont radicalement nouvelles par rapport aux entreprises et au monde industriel tel qu'on le connaît. Et notamment, il y a un concept qui me paraît être un concept clé dont l'écosystème de l'innovation parisien est porteur, qui est celui d'innovation ouverte. Mais ce n'est pas moi qui fais la masterclass, c'est toi. Et donc, je vais m'arrêter là. Je voudrais vraiment te remercier. Ces portes ouvertes, je vais vous en dire un tout petit mot, les portes ouvertes des startups. Bien évidemment, tous les incubateurs y participent, dont l'incubateur de Sciences Po. Pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui et demain, il y a toute une série de conférences, de rencontres, de visites qui sont organisées dans les incubateurs parisiens. Et je vous assure que ça donne un sentiment positif, un sentiment d'énergie, quelque chose qui est fondamental dans ce pays en ce moment, parce que malheureusement, ce sentiment positif et cette énergie, on ne la sent pas partout. Et si jamais il y a un lieu où on la ressent de façon extrêmement puissante, c'est dans les incubateurs parisiens. Et je vous recommande, ne serait-ce que pour se redonner un tout petit peu le moral, il va pleuvoir ce week-end, je vous recommande d'aller faire un tour dans les incubateurs parce que c'est un endroit où on se requinque et où on se sent bien. Voilà, je vous remercie et merci Xavier encore une fois d'avoir accepté de faire cette masterclass et d'avoir parrainé ces journées portes ouvertes des startups. Merci. Xavier Niel, vous êtes né quelques jours après la sortie de l'album Sgt Pepper des Beatles. Leur œuvre la plus brillante et surtout la plus innovante, celle qui, je cite les critiques, transgresse presque toutes les conventions du 33 tours et représente un moment décisif de l'histoire de la civilisation occidentale, rien que ça. Nul ne sait si vous preniez le biberon en écoutant Sgt Pepper, mais je veux croire que cet album a eu une influence sur l'entrepreneur que vous êtes devenu et son goût pour l'innovation. Quelques mois après votre naissance, c'est le livre de la jungle qui sortait sur les écrans du monde entier. Parabole improbable d'un marché ultra-violent où Mowgli Niel évolue avec aisance et insouciance, insensible aux risques alentours face à Shere Khan, le tigre repu, jaloux de son monopole sur un territoire qu'il entend dominer sans partage. Fils d'un père bac+15 ayant démarré son droit pour enchaîner par de longues études de chimie et d'une mère expert comptable dans une école vétérinaire, rien ne vous prédisposait a priori à devenir entrepreneur. Mais voilà, au Noël de vos 15 ans, vos parents vous apportent un Sinclair ZX81, votre premier ordinateur. Et la lumière fut. Comme un autre entrepreneur de renom, Michael Dell, vous passez des heures à le décortiquer, à le maîtriser, à comprendre son fonctionnement. Vous montrez déjà la première qualité de l'entrepreneur, une curiosité sans limite. Et miracle, vous vous rendez compte que cette machine, je cite, « fait ce que vous lui dites de faire ». Voilà bien un attribut qui ne manque pas de vous séduire à l'âge de la rébellion, un état qui ne vous a jamais vraiment quitté. Vous êtes en maths sup quand vous commencez à gagner de l'argent, plus que vos parents, à tel point qu'arrive le moment où vous vous dites « à quoi bon continuer les études ?» Les concours ne sont pas vraiment votre tasse de thé, vous devenez pour toujours l'entrepreneur Xavier Niel. Vous apprivoisez le Minitel avant tous les autres, puis vous vous lancez dans la fourniture d'accès à Internet en devançant France Télécom et ses 8 milliards de cash flow disponibles annuels pour être le premier à sortir une box par laquelle vous distribuez la voix, Internet et la télévision, le tout à travers un même tuyau. Dans les écoles de gestion à travers le monde, ici également, on conseille aux entrepreneurs en herbe de bien choisir leur bataille. Avoir une vision à long terme, vouloir changer de monde, oui, bien sûr. Se coltiner Google ou affronter France Télécom
Vivendi et Bouygues sur un même champ de bataille, peut-être pas. Mais vous avez la deuxième qualité de l'entrepreneur. Vous êtes un vrai combattant, un missionnaire. Et avec vous, c'est personnel. Vous parviendrez à bouger tous les colonelati du marché des télécoms, réputés imprenables, à force de contentieux, à coup d'innovation radicale et à l'aide d'un marketing de génie. Free, aujourd'hui, ce sont plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 milliards d'euros de capitalisation boursière, dont vous possédez près de 60%, et près de 6 000 emplois créés en partant d'une feuille blanche. Depuis 10 ans, la Silicon Valley a sorti une société valant 1 milliard chaque trimestre. Et en France ? En France ? Une. Free. Alors, le timide maladif que vous êtes, paraît-il, va devoir nous expliquer ce qu'il ressent quand il se trouve en couverture des plus grands magazines en tant que 6e fortune française et dans le top 200 des fortunes mondiales. Mais au fond, la taille de votre patrimoine n'est probablement pas ce qui nous impressionne le plus. Nous y reviendrons. Alors maintenant, Xavier Niel, il faut aussi vous plier à une tradition. Cette tradition, elle veut que chaque entrepreneur nous rendant visite répond à un petit questionnaire, un questionnaire de Proust. On y va ? Bonjour déjà, pardon. Votre mot préféré ? Mon mot préféré, jeunesse, parce que c'est de là où on peut tout faire. C'est le meilleur moment pour inventer, créer, avancer, progresser. Ce que disait Jean-Louis, c'est quand on va dans ces incubateurs. Excusez-moi, quand on va dans ces incubateurs, on voit des jeunes qui ont envie de réussir. C'est ce qu'on voit chez 42. C'est ce qu'on voit. Si vous êtes très peu de temps allé au camping, vous avez 12 startups dans une pièce qui fait un petit peu plus grande que cette estrade. Et vous voyez que c'est l'âge où on n'a peur de rien, on a envie de tout faire, où on peut tout faire. Et ça, c'est une énergie positive, fantastique. Votre mot détesté ? Impossible. C'est ce qu'on vous dit toujours, donc ça donne envie de faire le contraire, donc c'est fantastique. Votre principale qualité ? Principale qualité, peut-être tenace. Votre principal défaut ? D'être exaspérant, chiant. Je sais pas, des trucs autour de ça, un peu. Je confirme. C'est parce que tu es là, j'aurais pas dit ça, sinon j'aurais inventé des super trucs. La qualité que vous préférez chez un collaborateur ? C'est dur. Sa capacité à se remettre en cause en permanence, c'est-à-dire de ne pas penser qu'il a le savoir absolu et de l'imposer à tout le monde. La faute pour laquelle vous avez le plus d'indulgence ? L'erreur, toute erreur, l'erreur professionnelle. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier ? Que d'être dans un environnement. Ça, c'est le vrai bonheur d'être entrepreneur. C'est-à-dire que chaque matin, on se lève et on croit qu'on va avoir que des bonnes nouvelles et en fait, on va avoir que des mauvaises nouvelles. Et donc, c'est un truc fantastique. Hein. Les gens pensent que la vie de chef d'entreprise, c'est un truc où il n'y a que des bons trucs. Il n'y a que des mauvaises nouvelles parce que les bonnes nouvelles, les gens ne viennent pas vous voir pour vous les dire. De toute manière, ils s'en foutent. Ils estiment que ce n'est pas important. Et ils viennent voir que pour des mauvaises. Donc, chaque matin, on se lève en se disant aujourd'hui, je vais avoir plein de bonnes nouvelles. Et on termine la journée avec plein de mauvaises nouvelles. Quel produit auriez-vous aimé lancer ? Moi, j'adore tout ce qui est lié au hardware, donc tous les produits physiques. Ça a toujours été quelque chose qui me fait rêver. Alors, je vais essayer de ne pas vous répondre le mot le plus banal qui est l'iPhone. On peut essayer de trouver des choses. Il y avait un mec qui s'appelait Berthier qui avait inventé un truc fantastique. C'était l'auto-train sur un rail et pour des raisons politiques, il n'a pas réussi à le lancer. Donc, des produits comme ça lancés par des gens méconnus qui avaient bouleversé leur époque et qui n'ont pas émergé, c'est toujours pour moi fantastique. Quels sont vos héros dans la vie réelle ? C'est des inventeurs, des créateurs. Moi, j'adore un garçon qui est vivant, qui est relativement jeune, c'est-à-dire qu'il a mon âge, qui s'appelle Tony Fadell. Ce garçon n'a fait qu'inventer l'iPod. Après, il a mis en place l'iPhone. Il a une société qui s'appelle Nest. Il invente des thermostats modernes, intelligents. Et c'est un garçon brillantissime. Donc, j'adore ce genre d'inventeurs actuels. On en a quelques dizaines et probablement certains que je ne connais pas. Un grand nombre que je ne connais pas en France et ailleurs, et je trouve que ce sont les aventuriers du XXIe siècle. Si vous étiez un animal, Xavier Niel, vous seriez ?
Une tortue pour me cacher le plus souvent, le plus tranquille. Je reviens sur ma timidité qui est maladive. Mais voilà, ce serait pas mal. Comment aimeriez-vous mourir? Écoutez, tranquillement, chez moi, avec personne, bien. J'adore le confort tranquille de l'anonymat. C'est-à-dire que je suis arrivé tout à l'heure à Sciences Po et il y a l'un d'entre vous qui a eu la gentillesse de me donner un petit mot sympathique et gentil, mais vous ne pouvez pas savoir le plaisir que je peux avoir quand je suis à l'étranger et d'avoir une vie à peu près normale où on ne vient pas me voir sur des sujets. Donc mourir dans cet environnement me plairait. Et alors, en arrivant devant le dieu des entrepreneurs, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise? Pas trop mal. Est-ce que vous avez une devise? Non, j'ai pas de devise, mais si je devais en avoir une, elle tournerait autour de l'absence de peur face au risque. Alors, on va évidemment prendre notre temps pour vous laisser poser des questions que vous souhaitez à Xavier Niel. On va peut-être commencer par une série sur comment devient-on entrepreneur. On est ici à Sciences Po, et à Sciences Po, on entreprend de plus en plus, mais on entreprend en regardant toujours l'évolution des sociétés humaines, leur histoire, leur présent, leur avenir. Et donc la première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que l'entrepreneur au XXIe siècle est l'incarnation la plus moderne du révolutionnaire, Xavier Niel? Alors, je crois que si on veut réussir à inventer quelque chose et à faire quelque chose, il faut que l'on ait une vision révolutionnaire de ce qui existe. Si on veut être un entrepreneur qui réussit, ça veut dire que l'on doit être à même d'inventer quelque chose qui va être une amélioration ou une évolution ou une innovation dans l'existant. Donc, en partant de ce postulat, il va falloir que l'on s'interroge systématiquement sur qu'est-ce qui est capable de changer un secteur que je connais, qu'est-ce qui est capable de le faire évoluer. Et en cela, il faut qu'on soit révolutionnaire, il faut qu'on ait une idée révolutionnaire. Et c'est là où la jeunesse vous apporte, nous apporte, m'apporte plus malheureusement, mais vous apporte tous les éléments nécessaires pour pouvoir changer les choses. Si vous avez un regard encadré, fermé sur la manière de faire bouger le monde, vous n'arriverez pas à faire bouger le monde parce que vous le ferez bouger avec vos bases et votre savoir et votre connaissance d'un secteur. Si j'avais voulu, dans les télécoms, inventer la notion de box ou lancer un opérateur mobile en ayant bossé 30 ou 40 ans dans ces métiers, ce n'était pas possible, parce que j'aurais eu une vision très traditionnelle et très classique de ce métier, et j'aurais juste créé un équivalent semblable qui n'aurait pas eu de succès. Donc si vous n'êtes pas capable dans l'activité, si vous avez envie de créer une entreprise, si vous n'êtes pas capable dans cette activité d'être révolutionnaire, vous n'aurez pas de succès. Si vous n'avez pas de succès, faites autre chose. Il y a plusieurs définitions académiques de l'entrepreneuriat. La plus répandue, c'est peut-être la poursuite d'une opportunité sans se soucier des ressources tangibles dont on dispose. Que vous inspire-t-elle et avez-vous la vôtre de définition de l'entrepreneuriat? Non, ça me va très bien, c'est exactement ça. Je vous rajouterai quelque chose, je vais vous reprendre le mot précédent, c'est le mot révolutionnaire, c'est est-ce que vous êtes à même, si vous vous souciez du lendemain, vous ne faites rien. Donc ça, c'est une des autres caractéristiques de la jeunesse, c'est qu'on a tendance à faire moins attention à ce qui peut se produire. Mais si vous êtes conscient de ce que vous faites, vous ne ferez jamais rien. Donc, définition va très très bien. Alors, ne pas avoir de ressources, en tout cas beaucoup de ressources pour entreprendre, c'est aussi donner beaucoup d'importance à la créativité. Comment on cultive la créativité? Comment on la développe? Elle s'acquiert? Oui? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un état d'esprit où c'est d'être curieux. Donc, quand on est curieux du monde qui nous entoure, on arrive très naturellement à voir comment il évolue un peu partout et à l'appliquer à son secteur. C'est toujours compliqué. La notion de créativité, c'est vraiment la chose, je pense, qui est importante pour vous. On voit toujours des gens qui viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai levé de l'argent pour faire ça. Et on a le sentiment que la notion de lever d'argent est plus importante que ce qu'ils vont faire après ou la motivation qu'ils vont après avoir dans leur fonctionnement.
je vous le resynthétise d'une autre manière, c'est que vous allez voir des gens qui vont venir vous voir et qui vont avoir une passion énorme et débordante au fait de lever des fonds et beaucoup moins de passion, ou vont mettre ensuite moins de passion à développer leur entreprise. Et c'est tout à fait l'inverse. La notion d'argent dans la création d'entreprise, c'est pas quelque chose de marginal, l'argent est important, mais c'est pas la chose la plus importante. On est là pour mettre en place un écosystème, pour aider un certain nombre, c'est le problème de l'État, c'est le problème des communes, c'est la responsabilité des entrepreneurs. Je pense que c'est la responsabilité également des entrepreneurs qui ont un petit peu réussi, mais on est là pour mettre un écosystème pour vous permettre de vous lancer. Mais c'est vous et sur vous seulement que repose le succès de l'entreprise que vous pourriez avoir envie de créer demain. Et en rien sur les fonds que vous allez avoir à même de lever. L'argent est un des problèmes. L'idée principale quand on veut entreprendre, c'est de se dire que l'on peut entreprendre sans argent ou avec le moins d'argent possible. Alors, on dit aussi que ce qui caractérise un entrepreneur, c'est son fort degré d'insatisfaction. Est-ce que Free est né d'une insatisfaction du consommateur que vous étiez ? Alors, il y a deux Free. Il y a l'histoire de la Freebox. Il vient de l'insatisfaction. Il vient d'une idée assez simple qui consiste à dire que chez vous, vous avez un certain nombre de flux de vie, l'électricité, le gaz, l'eau, et qu'on va essayer de vous en rajouter un sur lequel on va faire passer tous vos loisirs. Et que si demain vous amenez l'électricité et que vous n'avez pas chez vous un réfrigérateur, un radio-réveil ou je ne sais pas quoi, et ben on va vous fournir ce produit pour que vous puissiez vous abonner à l'électricité. C'est la création du concept de box, où on se dit si on ne vous amène pas l'usage de ce lien permanent qu'on va amener chez vous, de toute manière vous ne le prendrez pas et vous ne l'utiliserez pas. Après, sur Free Mobile, on vient d'une insatisfaction très simple, c'est qu'on estime que c'est un produit de grande consommation et que ce produit de grande consommation ne répond pas aux besoins des Français sur deux thèmes, sur le service qu'il vous fournit, qui est le premier thème, et le deuxième thème, sur le prix qu'il vous coûte. Et nous, on a une grande fierté. Si vous m'aviez posé la question de savoir quelle était la chose pour laquelle j'étais le plus fier, ou on était le plus fier chez Free, c'est d'avoir réussi à avoir un impact sur le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'une société commerciale, toute seule, dans son coin, a réussi à faire baisser l'inflation de entre 0,2 et 0,4% en fonction des différentes études. Écoutez, voilà, c'est un autre mot. Si Dieu voyait à la fin, me disait qu'est-ce que tu penses de ça, j'aurais été très heureux de lui dire que l'année dernière, à chacun d'entre vous, par notre travail, on vous a donné quelques dizaines d'euros. On est assez fiers. Quel que soit votre opérateur, c'est pas seulement si vous êtes venu chez Free, on parle en moyenne. Entreprendre pour gagner de l'argent, c'est pas forcément la motivation qu'on entend avant les autres, et pourtant ça peut être un moteur de l'entrepreneur. Vous-même, vous n'avez parfois jamais caché que gagner de l'argent avait joué beaucoup dans votre motivation à devenir un entrepreneur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette motivation ? Alors, de manière judéo-chrétienne, c'est pas très acceptable de gagner de l'argent, et d'une manière politique, ça ne l'est pas toujours. Donc, alors ça dépend, parce que politiquement, parfois, ça l'a été trop, et d'autres pas assez. Mais on va faire un juste milieu entre tout ça. Non, c'est bien évidemment une motivation, mais plus qu'une motivation de gagner de l'argent, c'est de gagner l'argent que l'on mérite en fonction de son travail. Vous pouvez rajouter un facteur chance si vous voulez, mais on a un lien direct entre sa rémunération et son travail. Et ça, c'est un côté très plaisant que l'on ne retrouve pas dans l'entreprise classique, où on a un salaire décidé par un supérieur hiérarchique qui est là, qui l'encadre, et puis si on est bon, on va progresser un peu, et si on est mauvais, on ne va pas progresser, mais on reste enfermé dans une fourchette. Le métier ou la vie de chef d'entreprise ou de propriétaire, créateur, entrepreneur d'entreprise, lui, il s'agit d'un sujet différent dans lequel on a une rémunération directement liée à la qualité de son travail. Alors, comment réussit-on maintenant en tant qu'entrepreneur ? On est à Sciences Po, il faut mettre tous les sujets sur la table. Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, a fait une déclaration il y a quelque temps qui a créé une controverse. Il a dit « Moi, je ne recrute pas ou pratiquement pas de MBA parce que je pense que ce sont des gens formatés et peu créatifs. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le diplôme agit peu ou pas du tout dans la réussite d'un entrepreneur ? Alors, je ne vais pas être très sympa, ça va être compliqué, on va essayer de faire ça bien. Alors, chez Free, on est 6000, on a un polytechnicien, un ou deux HEC, un ESSEC. Mais ni plus ni moins, ça représente la société telle qu'elle est. Sur 6000 personnes, je suppose, en France, vous avez en moyenne un polytechnicien, un HEC, un ESSEC. Alors, il ne faut pas les rejeter naturellement.
peut-être un peu exagéré Et dans l'autre sens. Vous avez un DG qui est Sciences Po aussi. Et un DG qui est Sciences Po, mais j'ai pas osé. Ça faisait... Mais nous avons un seul Sciences Po, mais ça faisait un Faut le peu dire. entre soi, donc j'osais pas. Mais donc on est dans ce modèle où on a essayé d'embaucher des gens sur leur qualité et non pas sur leur diplôme. Les mauvaises langues disent que le polytechnicien qui est chez nous nous sert à traduire le langage polytechnicien pour parler avec nos concurrents qui emploient chacun des centaines de polytechniciens. Je dois vous avouer que ce n'est pas entièrement faux. Néanmoins, il a d'autres qualités et il faut lui reconnaître. Mais on est dans un modèle dans lequel le formatage excessif d'un certain nombre de jeunes dans leur formation peut être un obstacle. Mais plus que l'enseignement qu'on leur apporte, c'est à eux de s'ouvrir l'esprit et d'être capable de découvrir autre chose que l'enseignement. L'enseignement n'est juste qu'un guide pour avoir une base, mais qui ne doit pas empêcher d'aller s'intéresser à d'autres choses que celles que l'on nous enseigne. Mais si vous regardez aux États-Unis, on a un mode de formation dans les technologies qui a permis à des jeunes de grandes écoles, typiquement Stanford, de créer énormément d'entreprises brillantes. Donc on sait, dans une scolarité classique brillante, apporter où on peut récupérer un certain nombre de choses et de savoirs qui vont permettre ensuite d'aller vers la création d'entreprise. Est-ce que pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut avoir connu l'échec ? Et est-ce que vous avez connu des échecs ? C'est le grand truc, c'est vous enfanterez dans la douleur. Je ne pense pas qu'on soit obligé de souffrir ou d'avoir des échecs pour créer ces entreprises. Ça arrive. Ça ne doit pas être un obstacle pour recommencer. Ça l'est de moins en moins en France et ça, c'est une bonne nouvelle. Derrière, j'ai connu des obstacles, des obstacles souvent, et tant mieux. J'ai souvent connu des échecs probablement, je les ai oubliés. Bon, mais c'est quelque chose de naturel. Chaque jour, on a des échecs et des succès. Notre vie est une succession quotidienne de petits échecs et de petits succès. Et puis c'est comme ça, et c'est pas très très grave. Il faut les vivre et les oublier et repartir du bon pied, mais ils ne sont pas absolument nécessaires. Alors la recherche académique sur l'entrepreneuriat a beaucoup évolué ces dernières années et il y a un thème qui a retenu beaucoup l'attention et qui est aussi une source de préoccupation des étudiants, c'est l'association. Je veux me lancer, avec qui, comment. Il a été démontré que 65% des échecs de start-up viennent de problèmes de personnes, pas de problèmes de produits ou de stratégie. Concrètement, des associés qui ne s'entendent plus et qui ne peuvent plus travailler ensemble. Alors, justement, je crois que vous êtes associé en lançant Free, même si Free a quand même l'image d'un one-man show, qu'on le veuille ou non. Comment vous avez surmonté ces difficultés ? Est-ce que vous avez voulu éviter l'association au départ ? Est-ce que vous avez tout de suite voulu travailler avec des individus ? Quels étaient-ils ? Le premier dilemme du fondateur, c'est avec qui m'associer ? Des amis ? Des gens qu'on ne connaît pas, des gens avec qui on a travaillé dans le passé. Comment vous avez fait ce premier arbitrage ? Alors, on a toujours une règle simple chez Free et on continue de l'avoir, c'est pas de projet sans association et on s'associe avec les gens qui s'occupent de ce projet. Donc on revient sur un truc simple, c'est égalité de droits et de devoirs. Et si vous prenez même Free Mobile est une start-up qui a été créée dans laquelle 5% du capital appartient aux gens qui, avec moi, l'ont lancé. Donc, si vous voulez, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. C'est passé comme ça chez Free. Et chaque fois qu'on lance quelque chose, on l'a toujours fait comme ça. Avec qui on s'est associé on s'est toujours associé avec les gens qui nous paraissaient meilleurs que nous pour faire cela, très simplement. Et si on voyait quelqu'un qui nous paraissait bien meilleur que nous, on avait envie de s'associer avec lui, on l'associait très naturellement, à la fois pour l'intéresser directement au projet, à la fois pour le retenir dans le projet. Et ça s'est toujours passé comme ça. J'étais associé, je suis actionnaire, je crois, de 800 ou 900 sociétés, beaucoup de start-up, et j'ai donc plein d'associés. Moi, je pense que l'échange et la découverte, c'est la chose la plus importante, ou une des choses les plus importantes quand on veut créer une entreprise, parce que si on n'est pas à même d'avoir quelqu'un en face qui est là pour vous dire tu vas trop loin ou tu ne vas pas assez loin, ou moi j'ai pensé ça, et confrontons nos idées pour avancer, on n'est pas capable de créer quelque chose de grand. Donc je ne sais pas si c'est un système ou si d'autres choses peuvent marcher. Moi j'ai toujours été associé avec des gens qui n'étaient pas des amis, mais des gens avec lesquels
j'avais un bon fit avec lesquels ça se passait bien. Jean-Louis en connaît beaucoup. Plein sont partis. On a fini toujours par se réassocier. C'est que je dois être un pas si mauvais associé que ça. Et puis on a toujours remonté des choses ensemble. On connaît bien tous les deux un garçon qui s'appelle Michael Boukobza. Le cas typique de Michael, il avait fait Dauphine. Il m'envoie un CV avec des grosses taches de graisse dessus, portées par coursier pour que je l'ai bien sur mon bureau, qui était déjà un mélange un peu particulier. Et donc il me renvoie son CV le vendredi. Je lui dis on se voit le samedi. Il me dit ah non, le samedi je suis juif, c'est pas possible. On commence bien, d'accord, on se verra lundi. Et on se voit le lundi, et le garçon, à 23 ans, il me dit, voilà, tu es en train d'avoir une négociation avec Goldman Sachs. Moi, je me sens très fort dans cette négociation avec Goldman Sachs. J'ai 23 ans, je suis encore en étudiant à Dauphine. Je pense que je peux me les faire. En fait, moi, ce qui me le rendait crédible, c'est qu'il avait une bonne pêche quand même. Je le sentais bien. Je me suis dit, en fait, ça coûte pas grand-chose. On va essayer avec toi, Michael. Pourquoi pas, allons-y. Donc, il a recommencé à bosser le mardi. Et le mercredi, donc Goldman Sachs vient, on leur dit voilà, on est dans notre négo, on était d'accord, hein, voilà, il y a Michael qui va nous aider parce qu'il a un peu de pêche, donc il prend Goldman Sachs, il leur dit voilà, on recommence de zéro. Je dis mais t'es sûr de ton coup là, parce que quand même ils étaient là, on était d'accord, alors c'était une petite part, ils prenaient 5% de Iliad, mais enfin quand même c'était, je sais plus, une centaine de millions quand même, c'était un peu d'argent, je dis mais t'es sûr de ton coup, puis on en avait un peu besoin. Du ouais, je le sens bien. En fait, il n'était pas sûr du tout de lui, mais enfin, il avait cette assurance de la jeunesse. On a le sentiment que ça va bien s'en sortir. Et après, il a vraiment tordu Goldman Sachs. C'est-à-dire que là, on est 13 ans après, 14 ans après, quand je croise encore des gens qui étaient dans cette équipe, qui sont devenus des dirigeants chez Goldman Sachs. Encore aujourd'hui, ils me parlent de lui et de ce qu'il leur a fait subir. Il les a empêchés de dormir. Donc, Michael, ayant réussi cette levée de fonds, il était directeur général adjoint pour être crédible vis-à-vis de Goldman Sachs. 15 jours après, il est devenu directeur général. Et puis on a commencé, on n'était pas beaucoup, hein, on était quelques centaines de salariés, puis on a commencé à avancer là-dessus. Et Michael s'est révélé vraiment comme quelqu'un de bon. Alors, un chouïa agressif, vous regarderez sur Internet, vous taperez son nom, vous verrez, un chouïa agressif dans son fonctionnement, mais plutôt agréable et bien. Et puis en 2006, 6 ans après notre... Et si vous voulez, pardon, je reviens sur le sujet, il a été associé à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour qu'il devienne actionnaire de 2% d'Iliad et de Free, et puis il est parti comme ça. Et puis en 2006, il a décidé, pour des raisons, 2006 ou 2007, Jean-Louis, tu étais là, donc tu t'en souviens, il a décidé de partir vivre une autre vie. Il est parti vivre en Israël. Moi, je lui en ai beaucoup voulu, parce que c'était mon bébé, ça faisait partie de mes bébés. Donc j'étais très triste, et la tristesse, dans ce genre de cas, j'ai plutôt tendance à être un petit peu agressif. Et donc il est parti en Israël, et en plus en Israël, il est parti bosser chez un concurrent à nous, quelqu'un dans les télécoms en Israël, un vrai scandale. Donc on s'est beaucoup disputé, enfin on s'est pas disputé, on s'est plus parlé. Et puis un jour, il s'est dit que la personne chez qui il travaillait en Israël n'avait pas le même état d'esprit qui pouvait exister chez Free. Et en fait, il était considéré comme un salarié alors qu'on lui avait promis autre chose. Et il m'a dit ouais, tu avais peut-être raison, c'était pas bien, etc. Mais moi je boudais. Et alors il me dit écoute, je suis prêt à faire quelque chose pour toi, pour t'aider, pour qu'on devienne copains, d'accord. Et alors, donc, je l'ai puni, on l'a envoyé gérer un journal dit antisioniste, il est un peu sioniste comme garçon, gérer un journal antisioniste, c'est-à-dire Le Monde, pour redresser le monde. Donc, il est venu avec son énorme doudoune, il est arrivé à Paris avec son énorme doudoune, il avait pris l'impression qu'à Paris, il faisait moins 20 toute l'année, il avait oublié. Et il est venu pendant 2 mois aider à la restructuration du Monde, ce qu'il a fait très bien. Puis on est redevenus copains et on s'est associés ensemble en Israël pour lancer un opérateur mobile, qui a un énorme succès localement, voilà. Mais si vous voulez, moi j'ai toujours adoré cette notion d'association et qui mélange à la fois l'association capitalistique et le travail. Je vous en ai cité un exemple là, parce qu'il est connu, notoire, mais j'en ai, et Jean-Louis les connaît probablement tous, je ne sais pas, une dizaine qui sont mes camarades de chaque instant, qui sont mes associés. Et je suis ravi d'être associé avec eux, souvent pour des années, alors comme on vieillit, maintenant c'est souvent pour plus de 10 ans, et qui avancent comme ça. Mais l'association, c'est une chose fantastique si on est capable tous d'apporter quelque chose au projet et si on travaille tous dans le projet. Donc s'associer avec des gens qui ne travaillent pas et qui n'amènent pas de fonds, ça ne marche pas. Vous n'avez pas besoin de ce type de personnes, vous avez besoin de gens qui travaillent dans ce que vous avez envie de faire, qui travaillent avec vous, qui travaillent de la même manière que vous et autant que vous. Si à un moment, il y a un sentiment de l'un des deux que c'est un des deux qui fait tout, ça ne marchera pas et ce n'était pas une bonne association dès le départ. Alors justement, le plus gros dilemme d'un fondateur, c'est ouvrir son capital.
c'est décider d'être roi chez soi, de le rester, ou d'être riche chez les autres. Vous avez cumulé les deux attributs, puisque vous continuez à être actionnaire majoritaire d'Iliad. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui seraient dans cette problématique d'ouvrir ou non son capital ? Le premier sujet, c'est que vous avez créé, et si vous créez une entreprise, c'est pour être chez vous. Donc si à un moment vous n'êtes plus chez vous, vous n'avez pas créé vraiment votre entreprise. Donc partant de ce constat simple, oui, si vous avez besoin de fonds, ouvrez votre capital, mais débrouillez-vous pour en garder le contrôle. Si ce que vous faites au quotidien est dicté par un fonds, quelle que soit sa taille et quel que soit le côté brillant de ce fonds, vous irez dans le mur. Ça n'a pas de sens. Donc ouvrez votre capital, mais débrouillez-vous toujours systématiquement pour garder le contrôle de votre entreprise, de sa stratégie. Parce que quand vous mettez un fonds à la tête ou à la direction d'une entreprise, ça ne se passe plus de la même manière du tout. Cette entreprise n'a plus la même ambition, c'est entièrement différent. Donc l'ouverture du capital, oui, mais gardez le contrôle, toujours garder le contrôle. Alors pour réussir en tant qu'entrepreneur, on dit que la gestion des coûts, pas qu'en tant qu'entrepreneur, est évidemment quelque chose de fondamental. Et on vous dit on parle de vous comme quelqu'un très très exigeant dans la gestion des coûts. Pendant la bulle Internet, je me souviens de reportages sur quelques startups, je pense à Spray, je ne sais pas si vous en souvenez. Très beaux locaux. Hein, c'était un showroom de Roche-et-Beaubois, c'était assez spécial. Mais alors, toujours pas de voiture de fonction chez Free, vous partagez toujours votre bureau, Je partage toujours mon bureau avec mes collègues, avec un garçon de Sciences Po, donc vous voyez, je suis infusé quotidiennement de ce qu'on vous apprend ici. J'essaye de résister, je vous rassure, je suis pas sectaire et je me cache derrière mes écrans pour que les ondes n'arrivent pas. Non, on est dans des open space, on travaille toujours comme ça. Je ne sais pas si on essaye d'utiliser l'argent de l'entreprise que pour des choses qui sont productives pour l'entreprise. Or, moi j'ai une énorme chance, je suis venu ce matin vous voir en taxi, je n'ai pas de voiture, pas de chauffeur, et au fond, j'ai ni plus ni moins que 60 000 chauffeurs qui travaillent pour moi. Les 60 000 chauffeurs de taxi qui sont dans Paris. Et je vous rajoute tous les indépendants divers et variés. Il y en a combien avec le CAP, tout ça? Dis-moi Jean-Louis, il y en a combien? On va te reprocher de ne pas en avoir assez à Paris, c'est ça, je te l'ai gonflé le chiffre. Mais donc si vous voulez, c'est ça. Et si vous voulez, quand je vois mes concurrents se déplacer avec 3 voitures banalisées mieux qu'un ministre, je ne suis pas sûr que ça soit productif pour l'entreprise et donc indirectement productif pour le produit et donc indirectement productif pour la marge de l'entreprise ou pour le prix que l'on peut faire à son consommateur. Donc c'est toujours essayer d'inventer des choses ou de faire des choses dans lesquelles l'argent qu'on va dépenser va avoir un impact direct soit sur l'amélioration du produit, soit sur le prix que l'on peut vendre le produit, soit sur nos marges, et donc faire attention à ça. Alors ça donne des choses assez bizarres où le soir en partant, je vais passer devant un bureau, la lumière est éteinte et je vais me battre 10 minutes pour essayer de trouver les clés pour éteindre la lumière. Donc ça devient un peu, on peut en devenir maniaque, mais c'est pas très grave. Mais si vous voulez, c'est l'autre intérêt d'être associé, c'est qu'à avoir plein d'associés chez Iliad, ils font un peu la même chose parce qu'ils se considèrent chez eux. Et on impose ça dans l'entreprise à tout le monde, puisque tous les gens qui ont une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise, ils sont associés à son succès. L'autre condition de la réussite d'une entreprise, petite ou grande, c'est aussi son obsession pour ses clients. Alors on dit là aussi de vous que longtemps vous avez répondu vous-même aux mails de vos clients. Alors je continue. J'adore parce que quand on fait ça, mon adresse email est trouvable assez simplement et quand on fait ça, en sortant, j'ai 53 emails un peu faux pour voir si je réponds vraiment. Donc oui, je réponds vraiment et je continue de répondre vraiment à tous mes emails, mais c'est avec plaisir. Et puis c'est hyper important de rester en contact avec les gens qui sont nos abonnés. Nous on ne parle pas de clients, on parle d'abonnés, mais ça revient au même. Et c'est hyper important ou très important de rester en contact avec eux. Et puis je rencontre régulièrement, on dit chaque semaine, c'est un peu moins, nos abonnés pour les écouter, pour écouter leurs idées, comment ils veulent faire évoluer les choses, pour écouter ce qu'ils font, ce qui ne va pas ou ce qui leur semble ne pas aller, comment on peut l'améliorer, leur expliquer pourquoi on fait quelque chose, parce qu'en général c'est logique, et leur faire comprendre ou essayer de leur faire comprendre. Et ça c'est super intéressant parce que vous avez en face de vous, mieux qu'un panel, vous avez des gens qui apprécient votre produit et qui, au bout d'une demi-heure, sont plus timides. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le courage de vous dire exactement quel est le point ou quel est le non-point. Alors, si on faisait la même chose au travers de panels marketing, là, on a des questions enfermées et on a un retour qui n'a rien à voir avec ça quand on les voit réellement, quand on voit réellement les gens qui sont nos abonnés. Alors, dernière question avant de passer la parole à la salle. Entreprendre en France.
la Banque mondiale place la France au 25e rang sur 183 pays pour la facilité à créer son entreprise. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est à peu près le 50e rang. Est-ce que ça vous surprend ? Et comment on pourrait aller plus loin et comment vous jugez la France terrain de jeu des entrepreneurs ? Alors, le mot entrepreneur, c'est un mot français. Donc, dans le monde entier où vous alliez, ce mot est compris. On l'utilise toujours quand on fait des conférences à New York. Moi, je parle très mal anglais, mais Jean-Louis, toi qui parles bien mieux anglais, tu dois placer 4 fois que le mot entrepreneur est un mot français. En général, on assiste bien, mais on a ça dans nos gènes et dans nos racines, dans notre système scolaire primaire et secondaire. C'est vraiment pour des raisons que je ne connais pas. Peut-être que tu as des réponses meilleures que moi, mais pour des raisons inconnues, on a vraiment ça et on a envie d'entreprendre et on a envie d'une manière générale, de créer des entreprises. Donc on a ça. Le deuxième point qui me semble important, c'est l'ascenseur social en France qui ne marche pas. On est en avant-dernière position de l'OCDE, c'est-à-dire que si mes parents ont fait Polytechnique, j'ai rien contre les polytechniciens, hein, je m'acharne, mais si mes parents ont fait Polytechnicien, je serais polytechnicien. On a 11% de bourse à Polytechnique. Donc on a un ascenseur social en France qui ne marche pas. Et l'entrepreneuriat, c'est la vraie chance de faire marcher cet ascenseur social parce qu'on a besoin de rien pour entreprendre. On a besoin de rien. On peut toujours savoir lire, écrire et compter et créer son entreprise et se lancer. Et donc, c'est quelque chose de fantastique. Alors, si on regarde l'écosystème, il est différent. Entreprendre à Paris, créer à Paris, c'est simple, c'est possible et toute l'infrastructure parisienne est faite pour aller dans ce sens. Aller en province, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on n'a pas toujours cet écosystème qui est là, l'énergie positive pour le faire. Excusez-moi d'être brouillon, mais alors à côté de ça, on a un certain nombre de défauts qui sont la perception de la fiscalité et non pas la réalité de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on a une fiscalité vue du reste du monde ou même vue de votre part qui paraît absolument délirante. Donc je vais vous donner un truc normal, c'est que depuis le 1er janvier de cette année, la fiscalité sur les plus-values, si vous êtes créateur d'entreprise et avez été associé plus de 8 ans à votre entreprise, c'est 23%. Elle est inférieure à la fiscalité des plus-values américaines. Ce n'est pas l'image que vous en avez, vous êtes persuadé que vous allez être taxé à 50, 60, 70, 75%. Donc on a un environnement fiscal réel qui est favorable à la création d'entreprises, et puis une perception qui est fausse concernant la fiscalité. Je vous donne une autre chose qui fait que la France est un paradis fiscal. Si vous avez une entreprise et que vous la léguez à vos enfants, je ne crois pas trop à l'héritage, donc je suis désolé que ce soit moi qui vous dise ça, mais la fiscalité est de quelques pourcents, 6%, 7%. Il y a très peu de pays dans le monde, pour ne pas dire aucun, où la fiscalité de la cession ou du don de l'entreprise à ses enfants en cas de décès est aussi faible. Donc on a des éléments positifs et des éléments négatifs, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est est-ce que vous avez, l'envie de créer une entreprise. Et qu'est-ce qui peut vous donner envie de créer une entreprise ? C'est des exemples. Alors, on va vous rabâcher à longueur d'année, Marc Simoncini, Jacques-Antoine, quelques autres et moi. Mais ce n'est pas nous qui sommes les meilleurs exemples pour vous donner envie de créer des entreprises. C'est d'avoir et de réussir à faire émerger dans ce pays des jeunes de 25 ou 30 ans qui vont créer des entreprises et qui vont devenir des succès. On est parfois scandalisé quand on voit un jeune en Angleterre qui a créé son application mobile et qui va la vendre 50 ou 60 millions d'euros. Oui, c'est sûr, il a gagné en un an 50 ou 60 millions d'euros et au titre de la moralité ou tout ce que vous voulez, ça ne semble pas super. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se dire que c'est possible et que c'est possible à chacun d'entre vous. Et c'est tout le travail que l'on a à créer un écosystème ou à aider à la création d'un écosystème. Et on y participe activement, et Jean-Louis y participe beaucoup à la mairie de Paris, et on le revoit dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de lieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, allez voir des incubateurs, voyez des jeunes qui créent leur boîte. Mais on a besoin de faire émerger des exemples jeunes qui puissent vous donner envie de créer ces entreprises. L'entrepreneuriat en France, c'est fantastique. On est dans un pays formidable. Je sais que c'est entièrement ringard de vous le dire. Je sais que tout le monde vous dit le contraire toute l'année. Mais on est dans un pays fantastique. Il a des petits défauts, mais on est dans un pays fantastique. Vous êtes dans la plus belle ville du monde, vous êtes dans un mélange à la fois latin et anglo-saxon, une rigueur anglo-saxonne et une folie latine, et vous créez, entreprendre, faire quelque chose de sa vie en entreprenant à Paris, c'est quelque chose d'inimaginable, de fantastique, de génial. C'est la plus belle aventure que vous pouvez vivre. C'est pas la peine de prendre un avion et faire 25 heures d'avion. Ça peut se passer ici très vite. Vous pouvez créer une entreprise demain. Le capital social pour créer une entreprise en France, c'est 1 centime d'euro.
Vous pouvez créer une entreprise demain, c'est possible pour faire quelque chose ou inventer quelque chose. Et vous vivrez une aventure géniale. Alors, des questions de la salle. Il y a des micros de chaque côté, dans chaque allée. Je peux ouvrir avec une question. Pierre, présente-toi. Alors, Pierre, jeune diplômé, je suis en train de préparer un projet. Et la question que je me pose, c'est au niveau des cofondateurs techniques. On est à Sciences Po. Donc, est-ce que les Sciences Po doivent prendre des cours de natation pour éventuellement pouvoir nager dans le grand bain et plus généralement en France, est-ce qu'il y aurait intérêt à ce qu'il y ait des initiations comme ça, tout ce qui est programmation ou autre, comme il pouvait y avoir à une époque avec le logo et ce genre de choses? Oui, il y a un truc fantastique, c'est que moi j'ai appris la programmation à l'école avec le logo qu'on n'apprend plus maintenant. Bon, donc les temps évoluent et le programme change. Ce qui est intéressant dans l'apprentissage de la programmation informatique, c'est de comprendre quelque chose d'assez rigide et d'assez enfermé, mais qui est le langage de toutes les choses que l'on a autour de vous. Dans cette pièce, il y a, je sais pas, 400, on est, je sais pas, 200, 500. Voilà. Dans cette pièce, il y a 1000 ordinateurs. Vous en avez une dans l'horloge là, dans les télévisions. Là, vous avez une tablette, un portable, vous en avez 2. Et donc, on est entouré d'énormément d'ordinateurs et on les a de manière permanente. Et comprendre comment fonctionne cet ordinateur, c'est quelque chose qui me semble, quelle que soit sa formation, de nécessaire, parce que c'est un objet qui nous entoure et qui est appelé à nous entourer toujours plus dans les années qui viennent. Je ne sais pas si sur vous, vous avez des objets connectés, mais si on se revoit dans 15 ans, chacun d'entre nous, nous aurons sur nous 5, 6, 7 objets connectés. Vos lunettes seront connectées, ça paraît à peu près évident. Vous aurez un truc qui va voir à quel point vous consommez ou pas des calories. Vous aurez peut-être quelque chose dans vos cheveux qui verront à quelle vitesse ils poussent. Et je ne sais pas quoi, ce que vous pourrez imaginer, parce que c'est vous qui les inventerez en plus. Donc si vous voulez, vous aurez une multitude d'ordinateurs. Et donc comprendre comment fonctionne l'ordinateur, c'est important. Si vous voulez créer un projet dans lequel l'informatique est quelque chose d'important, associez-vous avec des jeunes ou des gens qui connaissent ça et qui sont à même de vous apporter ça. Parce que sinon, vous aurez du mal à mettre en place votre projet si derrière les gens qui font ces logiciels ne sont que vos salariés et n'ont pas un but et une finalité équivalente à la vôtre. Donc, essayez de trouver dans votre projet des gens que vous arriverez à associer à quelques pourcents. Hein, c'est pas générer de la dilution massive, mais à quelques pourcents qui vont vous aider à créer ça et à inventer, à créer votre projet s'il est basé autour de l'informatique. Alors, bonjour, Monsieur Niel. Je m'appelle Thomas Gagnuret, je suis en Master 2 Finance et Stratégie et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais plus la fibre entrepreneuriale que ce que je pensais. Ma question est la suivante. C'est pas grave, hein. N'allez pas voir un docteur, ça va très bien se passer. Au contraire, je compte sur vous pour répondre à tous mes mots. Ah ouais, c'est moi le docteur, c'est horrible. Dans les deux sens du terme. Non, mais en fait, ma question est assez simple et peut-être un peu simpliste pour les gens qui sont... comme moi à Sciences Po, mais que faire quand on ne sait rien faire, en fait? C'est-à-dire que... Voilà, on nous a appris à réfléchir, on nous a appris à structurer. Donc en fait, on nous a rien appris, on a simplement développé des qualités qui sont peut-être intéressantes d'un point de vue entrepreneurial, mais ça rejoint un peu la question d'avant. Moi, je ne sais rien développer, je ne comprends pas comment un ordinateur marche. J'ai même j'ai du mal à fonctionner, même d'un point de vue concret, à me retrouver dans le métro. C'est que non mais attendez. J'ai l'impression que l'entrepreneur est quelqu'un qui doit être plus concret que ça. Et j'aimerais, même si je sens que j'ai la fibre entrepreneuriale, j'aimerais comprendre comment on passe de ce niveau d'abstraction à ce niveau d'énergie qui semble-t-il nécessaire pour être entrepreneur. Alors, j'adore quand vous me dites que vous ne connaissez rien, que vous n'aimez rien et que vous ne faites rien. C'était un peu provocateur. Absolument restreint. Et je suis sûr que si on regarde votre vie un peu plus près, je ne suis pas docteur, donc ce n'est pas mon sujet, mais on doit pouvoir voir des choses différentes. Et je suis sûr que dans votre vie, vous avez une passion. Oui. Et cette passion-là, ça va être la base, si vous souhaitez créer une entreprise, ça va être la base de ce que vous pouvez faire. Parce que ça sera une activité dans laquelle chaque matin vous vous lèverez et vous serez heureux d'aller faire cette activité et vous arriverez à trouver une idée, vous allez réussir à trouver une idée autour de cela pour créer une entreprise. La France ne sera jamais peuplée de 60 millions de créateurs d'entreprises. Il faut de tout, d'accord ? Mais si vous êtes à même dans votre vie d'avoir quelque chose qui vous passionne, sur lequel vous pouvez passer 10 heures par jour sans vous ennuyer, elle est là la base de votre envie de création d'entreprise ou d'autre chose, parce que c'est la notion de création qui est intéressante. L'entreprise, c'est quelque chose, une déclinaison naturelle, mais
écoutez là-dessus, écoutez-vous, écoutez ce que vous avez envie de faire, prenez votre sujet et traitez-le et voyez où est-ce que dans ce que vous aimez faire, il y a un modèle financier dans lequel à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, vous êtes à même de créer une activité qui va vous permettre de gagner de l'argent. Mais ça n'existe pas de ne pas avoir. Je suis désolé de vous refaire de la mythologie ou je ne sais pas quoi, ou de l'Ancien Testament. C'était la fable de Job, je crois. C'est ça, qui avait un talent. On a tous un talent. Il est en soi, il est là. Et il faut juste le détecter et être capable de l'utiliser. Eh bien, vous avez une passion. Et cette passion. La musique. Bah, regardez, vous avez plein de startups à faire autour de la musique. Oui, mais faut l'idée. Mais attendez. En tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un pour une négociation la semaine à venir, avec Goldman Sachs, vous vous sentez bien en musique. Je sors de 6 mois de banque, donc pourquoi pas. Mais c'est pas ma passion. Hein. Ça ressemble à une assemblée générale des actionnaires, ils sont beaucoup plus sympas. Ils sont beaucoup plus jeunes, surtout, beaucoup plus jeunes. Bonjour, ouais, ça marche. Les questions vont tous tourner autour du même sujet, je sens. J'envisage de faire, après Sciences Po, je suis en 2e année, donc après la 3e, des études d'informatique aux États-Unis. Même si je mets un point d'honneur à payer mes études et que je sais que ça coûte relativement cher, ma mère a très très peur de l'engagement financier que ça représente. Est-ce que vous pensez que je dois la rassurer ? Il faut faire l'école 42. Déjà, vous avez des écoles à Paris, très bien. Merci Jean-Louis de faire du prosélytisme local, c'est un autre sujet. Je pense que l'argent de votre maman ne sera jamais aussi bien utilisé que pour vous apprendre à programmer. Voilà, donc vous pouvez la rassurer que vous en fassiez après votre métier ou ça vous sert dans votre vie professionnelle. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une formation très longue. Essayez de comprendre, regardez si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer. J'ai l'impression d'être un médecin, c'est absolument horrible. je vous fais des notes de sécurité sociale à la sortie. Mais non, je pense que vous apprendrez des choses sympas et vous n'êtes pas obligé de faire une formation très longue. Vous trouverez aux États-Unis des formations extrêmement courtes. On peut utiliser les MOOC. On en a parlé, on peut commencer comme ça et essayer de voir. Le problème du MOOC, c'est qu'il faut aider à la motivation. Donc, il faut être un petit peu encadré pour aider à la motivation, parce que sinon, on part vite un peu sur le côté. Mais apprendre ce type de choses qui font les objets qui vous entourent quotidiennement n'est pas une perte de temps pour vous et donc pas une perte d'argent pour votre maman. Ok, merci beaucoup. Bonjour monsieur, je m'appelle Pierre, je suis en 2e année à Sciences Po et je me permets de vous poser une question à 2 €. Ah, enfin. Non, c'est pas du tout, c'est pas trop par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vraiment sur vous, sur votre histoire et votre carrière. En fait, j'ai 2 questions en une. La première, c'est est-ce que vous pouvez un peu m'éclairer sur la décision de l'ARCEP de vous autoriser à rentrer sur le marché des télécoms, à utiliser le réseau d'Orange, des Assure Place et pas avoir votre propre réseau. Comment l'État a pu décider, et Fillon, je le nomme, c'est lui qui a pris cette décision, comment l'État a décidé de mettre en place quelque chose qui allait détruire des emplois à court terme. Je vous explique tout de suite, la mécanique schumpeterienne est bien comprise ici, mais qui va détruire des emplois à court terme qui va... l'État est encore actionnaire d'Orange et de France Télécom, donc ça va faire perdre de l'État encore plus, de l'argent encore plus. Voilà, ça, j'ai pas trop compris, j'aimerais bien que vous m'éclairez. Et la deuxième solution, c'est que vous êtes un homme brillant. Je suis extrêmement fan de vous. Vous avez inventé des choses. Quand ça commence comme ça, c'est assassin au bout, en général. C'est toujours un stress. Vous avez inventé des choses, vous avez inventé la Bourse en France, et ça, c'est énorme, c'est complètement majeur. Mais, après, j'ai vu le mais. Tout va mieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à finalement ne pas entreprendre et faire quelque chose qui existait déjà avec le forfait mobile, et pourquoi vous n'avez pas créé, vous êtes juste mis sur un marché qui existait déjà? Et vous m'avez déçu en tant que grand fan. Etc. Tu m'as déçu. Voilà, j'aimerais juste savoir quelles ont été les raisons de ça. Donc c'est une question sur Free. Donc je sens qu'on va parler de mobile. Excusez-moi, je vais être un chouïa long, on va essayer de faire ça en moins de 2 minutes. En fait, l'État est là pour mettre en place les conditions d'une concurrence saine et normale. Vous avez une concurrence avec 3 acteurs dans le mobile qui est Orange, SFR et Bouygues Télécom, et ces 3 acteurs ont eu la fâcheuse habitude de par le passé de s'entendre sur le dos de qui? De vous. Et donc, en vous pratiquant des prix absolument anormaux, en s'entendant pour maintenir ces prix importants, en s'entendant pour maintenir une part de marché élevée, et vous direz, il y a des tonnes d'études sur le sujet. Un jour, ils se retrouvent condamnés à 500 millions d'euros d'amende pour entente. L'État a perçu ces 500 millions, ils ont de la chance, vous n'avez pas été remboursé pour le surplus d'argent que vous avez payé pendant des années. Et puis l'État décide quelque chose un jour, ou commence à discuter, parce qu'on va les voir, d'attribuer de la concurrence dans ce marché. Et on était déjà représentatif dans les télécoms d'une forme de concurrence. L'idée de l'État, c'est de dire qu'on doit pouvoir faire que ce marché il bouge un peu,
que quand vous avez un produit que vous avez l'obligation d'avoir, parce que vous avez tous un forfait mobile dans cette pièce, eh bien qu'il y ait une véritable concurrence qui s'exerce. Vous ne pourriez pas imaginer demain que Carrefour, Leclerc, Super U et Monoprix se mettent d'accord sur le prix qu'ils vont vous vendre quelque chose que nous achetons tous. Et donc, au bout de cette réflexion, un certain nombre d'hommes politiques estiment qu'il est sain de mettre un peu de concurrence dans ce marché. Ils sont minoritaires, ces hommes politiques. C'est-à-dire que la plupart des autres hommes politiques sont en général proches des acteurs en place et estiment qu'il ne faut rien toucher. Parce que toucher, c'est bouger, c'est se disputer avec ses amis, ses camarades, ses collègues. Et puis, donc, vous avez un certain nombre d'hommes politiques qui vont un peu plus loin et qui essayent de mettre en place ces décisions et puis qui y arrivent. Alors, on est 1 an et demi après notre création et qu'est-ce qu'on constate ? Schumpeter, il n'a pas dit que des bêtises. Donc on constate que l'investissement dans les télécoms n'a jamais été aussi élevé. Jamais. C'est Jamais. l'inertie, ça. Comment ? C'est l'inertie de ce qui s'est passé avant avec la 4G. Non, soi... non, pourquoi ? Parce que vous êtes en phase de concurrence et quand vous êtes en phase de concurrence tendue, eh bien, il faut se différencier. Et pour se différencier, il faut investir. Et si vous croyez que vous auriez autant de pubs pour la 4G partout, comme vous en avez en ce moment, si nous n'étions pas là, c'est faux, il n'y a pas un seul même acteur présent sur le marché qui oserait vous dire le contraire, vous le soutenir plus d'1 minute. Parce qu'il y a de la compétition, il faut que chacun se différencie et investisse. Vous parlez de l'emploi. L'emploi est resté stable, voire a progressé depuis l'attribution de la licence, dans les télécoms, la licence à Free. Le chiffre est public, le régulateur des télécoms le publie chaque année. Vous verrez, le régulateur, il ne fait pas que des choses pour nous faire plaisir. Je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui ont baissé, des choses horribles, c'est votre facture. Ça a baissé. Et ça, pour les dirigeants des autres opérateurs, c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils font plus 40% de marge d'EBITDA, ils font plus que 25%. Tout va mal, tout va mal. La grande distribution, c'est 5%. Tout va mal. On fait plus que 25% de marge. C'est horrible. C'est horrible. Donc ça a baissé. Et si vous voulez, je préférerais un autre discours pour voir les choses qui vont mal, c'est que l'État, à partir de ce moment-là, s'est mis à percevoir moins de recettes, moins d'impôts. Oui, c'est vrai, on perçoit moins de TVA parce que les prix sont moins élevés, on perçoit moins d'impôts sur les résultats parce que les prix ont baissé. Ça, c'est vrai. Il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est pour les retraités américains, qui sont les actionnaires principaux de France Télécom. Eh oui, les actionnaires principaux et majoritaires de France Télécom, ce n'est pas l'État français, ce sont des retraités américains. Eux ont perçu moins de dividendes aussi. J'ai de la peine pour eux. Vraiment de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux. Alors attendez, si, c'est trop facile. Et ça a baissé. C'est vrai, ça a baissé. Mais si vous voulez, au bout, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'économie de pouvoir d'achat que vous avez fait, vous l'avez réutilisée pour acheter autre chose. Et j'espère que les produits que vous avez achetés, ils ont été produits en France et qu'ils ont créé majoritairement de l'emploi en France. C'est pas sûr, c'est loin d'être sûr. Mais si vous voulez, si je suis votre raisonnement, à aucun moment, on autorise la voiture automobile à fonctionner en France, parce que vous regarderez sur Internet, il y a des articles très intéressants sur les gens qui faisaient les voitures à porteurs qui ont disparu, parce qu'on autorisait l'automobile. Et que si en permanence vous n'autorisez pas le progrès technologique ou la baisse des prix et rendre accessibles des produits, à la fin, la société n'évolue plus. Le pouvoir d'achat que vous rend directement ou indirectement, quel que soit votre opérateur Free, en arrivant là, vous donne plus de richesse et enrichit ce pays. Et au bout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Même les acteurs qui directement avaient supprimé des emplois réembauchent et recommencent à réembaucher. Et vous êtes reparti sur une croissance de l'emploi dans le secteur. Si vous prenez tous les éléments positifs et tous les éléments négatifs, la concurrence, quel que soit son secteur, quel que soit le domaine, est saine et nous enrichit tous et fait progresser, et fait vivre et fait avancer un pays. C'est juste pour un tout petit Sur Free, l'innovation, elle peut être marketing, technologique, mais elle peut être à plusieurs niveaux. Et si vous prenez la box, vous me dites que c'est une énorme innovation, tout existait, très cher, on a tout packagé en un en vous baissant le prix. Vous pouvez voir ça de la même manière que comme une innovation marketing. Oui. Bonjour, je m'appelle Vissou, je suis fondateur de Startup. En fait, je voulais savoir, j'avais lu quelque part que pendant 8 mois, vous étiez enfermé pour développer la box, la V1, et que est-ce que vous n'étiez pas un peu parano pendant cette période-là par rapport à France Télécom ? Parce que chaque fois qu'on crée un produit, on nous dit oui, mais bon, le grand va faire dès qu'il va découvrir la même chose, dès que les grands comptes vont découvrir la même chose, ils vont faire la même chose, et puis tu seras mort. Donc, comment on fait pour ne pas devenir complètement parano ? Comment on fait pour continuer à être inconscient
Et comment, d'un point de vue stratégie d'entreprise, on fait pour lutter contre, justement, parce que SFR, parce que votre technologie n'était pas complètement copiable, puisque par la suite, SFR, France Télécom, chacun a fait son produit. Voilà, comment vous avez pu en arriver là Alors, vous avez une grande chance, c'est que quand vous avez des acteurs importants sur un secteur, en général, ils sont moins dynamiques et moins rapides que vous. Ça, c'est une énorme chance. La deuxième chose sur la paranoïa, vous avez toujours intérêt à être parano, parce que ils n'ont pas toujours tort en plus, donc soyez parano, cachez. Vous ne mesurez pas à quel point la grande entreprise tranquille sur son secteur ne peut pas arriver à imaginer ce que va pouvoir faire quelques jeunes enfermés dans un garage, pour reprendre l'image classique, et à quel point ce qu'ils sont capables de faire est capable de changer et d'ouverser le monde. Je vais vous donner 2 exemples qui me sont arrivés. Quand on avait créé en 1993 avec Sébastien Sochard le premier fournisseur d'accès à Internet en France, je vous rappelle qu'en 95, France Télécom, 94, France Télécom voit les députés et leur dit « On a un plan, Internet n'émergera jamais en France. Ce truc ne peut pas marcher déjà par essence, c'est gratuit, c'est n'importe quoi. Et puis on a un plan, en France ça marchera encore moins qu'ailleurs. » Ils n'ont pas eu complètement raison, ils peuvent se tromper. Quand on invente la box, de la même manière, personne ne peut imaginer qu'on va amener la voix à une valeur zéro, parce que ça paraît inimaginable que appeler une minute aux États-Unis qui vous coûtait, je sais pas, l'équivalent de 30 francs ou 5 euros à l'époque ou 6 euros à l'époque, aujourd'hui soit vu par chacun d'entre vous comme quelque chose qui doit être gratuit. C'est incompréhensible de pouvoir payer pour appeler quelqu'un aux États-Unis. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ces entreprises ne vous voient pas venir. Elles ne vous voient pas venir. Donc vos vrais concurrents, c'est pas elles, c'est pas ces gros groupes présents et installés. Ils peuvent être bons, hein, parfois, c'est facile de les stigmatiser, mais c'est plus d'autres personnes qui vont créer une autre start-up en face de vous qui vont être vos concurrents très rapides et parfois plus mobiles que vous. Et c'est eux votre vrai risque. Et c'est l'intérêt de s'associer, parce que si vous êtes à même de trouver sur votre secteur, la musique par exemple, toutes les personnes qui vont être passionnées dans ce que vous avez envie de faire exactement, eh bien vous allez bloquer très naturellement la concurrence et à plusieurs être capable de créer quelque chose de plus grand, de plus fort et qui va plus vite. Bonjour, je suis Dimitri Carbonel et vous avez parlé d'un sujet qui m'est cher, c'est les objets connectés. Justement, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Livosphère qui crée des objets connectés. Parce qu'effectivement, quand on voit tout ici, il y a plein de choses qui peuvent être connectées, que ce soit les sièges, que ce soit les portes, que ce soit les serrures, tout ça. Après, évidemment, il faut un service. Après, il faut un modèle économique, il faut une infrastructure qui est derrière, et c'est justement l'objectif effectivement, de Livosphère. Alors, j'ai quand même une question, parce qu'aujourd'hui, pour créer un prototype, en France, c'est assez simple, il y a plein d'entreprises qui le font, Josh Fire, il y en a plein d'autres. En revanche, si je veux fabriquer, à ce moment-là, ça devient plus compliqué, pour trouver notamment une usine en France qui est capable de le faire. Alors que vraiment, j'ai envie de le faire en France. Et je suis obligé d'aller en Chine. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il justement il y a des actions, des choses qui sont faites pour développer une filière de fabrication en France, parce que justement, ça permet de réindustrialiser aussi la France avec des startups qui sont là derrière. Alors, vous avez raison, toute la fabrication se passe en Asie, parfois dans les pays de l'Est, mais on a très peu de fabrication en France. Mais pourquoi ? Parce que dans ces endroits-là, c'est moins que le coût de la main-d'œuvre, c'est des gens qui ont investi pour créer des outils permettant de fabriquer ces produits électroniques que l'on a tous les jours. La France, elle va être bonne dans certains sujets, elle va être mauvaise dans d'autres. On connaît tous les sorties d'Arnaud Montebourg, mais il y a des choses où on est dépassé, on ne sait pas repartir de zéro ou commencer aujourd'hui de zéro. C'est trop tard. Et à nous d'être capables d'être bons sur certains sujets et d'en abandonner d'autres. Et très franchement, si vous souhaitez fabriquer une petite série en France, vous y arriverez. Si vous souhaitez fabriquer une grande série, vous irez dans un pays de l'Est ou en Chine. Et je pense que ce n'est pas là-dessus que vous devez vous concentrer, c'est sur la vraie valeur ajoutée que vous allez être à même d'avoir et de créer avec votre produit. Je salue ce sentiment, cette envie de défendre la France franco-française, c'est bien, mais vous n'arriverez pas à tout faire. Il ne faut pas oublier un autre truc, c'est que l'économie s'est mondialisée. Votre produit, vous n'allez pas l'inventer pour la France, vous allez l'inventer pour l'Europe ou pour le monde. Et si vous voulez, ce produit, il est destiné au monde et il peut être fabriqué partout dans le monde. Et c'est l'importance pour la France de se spécialiser sur certains sujets et de devenir exceptionnel sur certains sujets. On n'est pas très bon sur l'internationalisation de nos produits. On est bon pour vendre du luxe, de l'alcool ou je ne sais pas quoi à l'international. Dans la technologie, on n'est pas super bon. Mais il va falloir qu'on s'améliore et qu'on apprenne à s'améliorer. Et je pense que si vous voulez, là-dessus, au travers de la création de votre entreprise, vous pouvez être un exemple, et on en a besoin, de gens capables de créer des produits mondiaux
au départ de la France. Bonjour, je suis Marguerite Lénart, je représente la société Xico que j'ai cofondée. En fait, nous, on est deux jeunes chercheurs en ingénierie linguistique. Alors, tout ce que vous venez de dire sur l'industrie m'intéresse beaucoup. C'est très rafraîchissant, je trouve, la position que vous avez sur la levée de fonds également. Ma question, c'est, nous, en tant que jeunes chercheurs, start-upers, entrepreneurs, on est un petit peu perçus comme atypiques parce que l'innovation qu'on propose est une innovation technologique. Là-dessus, j'aimerais savoir un petit peu quelle est votre vision sur qu'est-ce que l'innovation, en fait, dans l'écosystème start-up versus de l'innovation commerciale ou de l'innovation produit. Quelle est la place de l'innovation technologique, selon vous? Alors déjà, vous faites de l'innovation, vous inventez, vous créez des produits au travers d'une société, ce qui est un bon départ, parce que vous pourriez le faire dans d'autres cadres. Et donc, si vous aviez une finalité, ou vous avez une finalité commerciale. Je suppose que quand vous êtes créé, vous avez un modèle, donc un modèle économique. Je le souhaite, j'en suis sûr même. Mais vous avez un modèle économique, et ce modèle économique, il est important de voir comment vous êtes à même de le mettre en place. Et c'est ça la seule question que vous devez vous poser, c'est de vous dire, on invente notre produit, est-ce que l'invention de notre produit avance comme on l'avait imaginé, à la vitesse où nous l'avons imaginé, et est-ce que les choses que l'on met en place ou l'évolution de notre produit, parce que je pense que c'est un produit qui évolue par stade, est-ce que l'évolution de mon produit avance à la vitesse où je l'ai dit? Premier élément. Deuxième élément, comment je suis par rapport à d'autres qui font la même chose dans le monde? C'est, est-ce que je suis capable d'être le meilleur? Est-ce que je suis le meilleur? Est-ce que je suis capable de devenir le meilleur? Très bien. Mais si vous êtes le meilleur, si vous avez un marché, que vous êtes le meilleur et que vous continuez d'avancer, vous aurez un succès économique. Et vous serez perçu comme une start-up fantastique, géniale, brillante, qui marche. Si vous n'avez pas un produit qui est le meilleur du monde, vous aurez peut-être un autre modèle, mais faites-vous racheter, allez rejoindre un autre groupe pour créer le meilleur produit. Et si vous voulez cette recherche de l'excellence dans un monde, dans une économie mondialisée, c'est dur, mais c'est beaucoup plus passionnant parce que le travail de base est plus compliqué, mais le succès est beaucoup plus important. Donc si vous voulez, partez là-dessus, avancez dans ce sens et essayez de voir ou de vous juger par rapport à ce qui existe ou ce que vous pouvez percevoir qui existe dans le monde. C'est super important. La comparaison en permanence de ce que vous faites par rapport à ce qui existe, ça n'a pas de prix. Merci. Bonjour, Benjamin Mater. Moi, je sors du berceau, donc je suis première année en double cursus mathématiques appliquées, informatique et Sciences Po. Et donc une question plus pratique. On est en train de créer un projet et on hésite à le terminer esthétiquement et fonctionnellement, que ça soit vraiment quelque chose de solide, et le proposer, au risque que ça fasse un bid complet, ou plutôt le proposer en tant que prototype, donc avec 2-3 petites erreurs et un côté esthétique pas du tout fait, qu'on puisse du coup faire un échec très rapide et pouvoir ensuite l'améliorer. Alors attendez, moi je préfère un produit sorti très vite avec quelques bugs, mais on est réputé pour ça, Apple est réputé pour ça, Google, je ne sais pas si on les voit tous, mais il y en a souvent beaucoup, et si vous voulez, un produit fini, parfait, ça n'existe plus. C'est plus possible. Le temps de mise sur le marché n'existe pas. Donc, est-ce que votre produit est réellement différenciant? Vous pensez qu'il est réellement différenciant? Est-ce que les petits bugs que vous avez ne font pas que le produit n'est pas utilisable? Ce n'est pas le sujet. Lancez-le. Et puis, si ça ne marche pas, créez-en un autre et relancez-vous. Mais plus vous réduirez le temps de mise sur le marché, plus vous éviterez d'avoir un concurrent qui arrive avec un produit équivalent, qui va faire que ça ne sera pas vous le succès. Je voulais répondre quelque chose tout à l'heure que j'avais oublié. Il y a une prime au premier arrivant. Il y a une prime au premier arrivant. Le premier qui est là a une prime. Et souvent, je vous vois et vous me dites ouais, tu comprends, je veux créer une boîte, mais au bout, j'ai pas de relation, j'ai pas de trucs, j'ai pas d'amis, il y a personne pour m'aider, j'ai pas de parrain, le président de la République vient pas dans ma start-up ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas ça qui fera marcher votre produit. Vous êtes dans un monde où si votre produit est bon et il correspond à une demande d'un public, il va exploser, il va cartonner. Et s'il n'est pas bon, il ne va pas cartonner. Vous avez des gens qui, dans le monde entier, créent des moteurs de recherche. Ils viennent me voir, je dis mais attendez, c'est bien, mais moi je vais toujours sur Google et je ne vois pas ce qu'il y a dans votre moteur de recherche, ce qui va changer ma vie, va me donner envie d'aller créer ce moteur de recherche. Et tous les pays du monde créent des startups dans lesquelles ils font des moteurs de recherche pour aller concurrencer Google. C'est bien parce qu'ils ont envie d'avoir une indépendance, etc. Ils les aident, ils les financent, mais au bout, ce produit n'est pas là. Google a eu une prime, il a été le premier à être là, et on aura beau faire des tonnes de copies. Si on n'est pas différenciant, on n'émergera pas, et je ne sais pas comment on peut être différenciant de Google, mais ça doit être possible, mais je ne sais pas comment on peut l'être.
Et donc, si vous avez un produit qui est prêt, ne laissez pas quelqu'un d'autre lancer ce même produit. Lancez-le. Il faut juste qu'il soit fonctionnel. Alors, je m'inquiétais quand on me dit qu'il a 2-3 bugs. C'est toujours un peu inquiétant. Mais il faut juste qu'il soit fonctionnel, que les gens puissent réellement l'utiliser. Et s'il est là et qu'il rencontre son public, il explosera. Même s'il a quelques bugs, c'est pas le sujet. Prenez le premier iPhone, c'est pas quelques bugs qu'il avait, c'était un énorme bug partout. Mais c'est pas grave. Merci. Alors, on est en train de live tweeter cette masterclass. Donc, question de quelqu'un sur Twitter, Philippe. Quelle différence faites-vous entre une start-up et une entreprise ? Le mot start-up, c'est le mot à la mode, alors on va l'utiliser. Pas beaucoup, on a un vocabulaire qui évolue avec le temps. Donc, start-up, comme moi, j'ai commencé à créer ma première boîte il y a une trentaine d'années, ça n'existait pas, c'est arrivé dans les années 2000. On a dit start-up dans les années 2000. On reviendra vous voir encore plus croulant dans 10 ans, on aura un nouveau mot à la mode. Ouais, mais en fait, c'est la volonté ou l'envie de créer quelque chose, d'inventer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Après, que ce soit une start-up, une entreprise, une association ou je ne sais quoi, peu importe, c'est d'avoir envie de créer, de se prendre en charge soi-même et puis, si possible, de trouver, si c'est une entreprise, un modèle économique. Une start-up, c'est une entreprise qui vient de naître. Et une entreprise, elle peut être plus mature. Mais une start-up, c'est aussi une entreprise. Voilà, c'est la sous-catégorie de l'entreprise, c'est ça ? C'est une entreprise. Alors, bonjour, je suis Agnès Gibaili. Je viens de créer une start-up dans le numérique. J'ai malheureusement pas pu attendre votre incubateur en 2016. Je suis un peu atteinte par l'âge, vous savez. Vous avez trop parlé que les créateurs sont entre 20 et 30. Malheureusement, j'ai un peu dépassé. Et je pouvais j'avais essayé, j'ai pas mes lunettes. Je me suis dit, ils m'ont l'air à peu près jeunes, je vais pas trop me faire taper. Et voilà, voyez, c'est raté. Bon, vous savez, il n'y a pas d'âge pour cette folie de créer. Donc voilà, je suis tombée dedans. J'ai créé Datanos, c'est une start-up dans le numérique que vous allez entendre parler demain, peut-être pas aujourd'hui encore. Je suis effectivement aujourd'hui dans un incubateur et je trouve effectivement que ces structures sont super géniales. Donc il y en a pas mal et effectivement ça accompagne énormément les jeunes start-up. Mais malheureusement, en fait, donc un incubateur, c'est très bien, mais c'est juste la première phase dans la vie d'une start-up. Et très vite après, une start-up, pour qu'elle puisse grandir, elle est confrontée à deux problématiques. La première, c'est communiquer, c'est comment faire connaître notre offre, Datanos par exemple. Et la deuxième problématique, c'est recruter, c'est-à-dire avoir les moyens financiers pour avoir des collaborateurs. Et c'est pour cela on va comme des malades à chercher des fonds. Moi, j'aimerais entendre, en fait, que ce soit vous, Xavier, ou la mairie de Paris, quelles sont les propositions que vous pouvez donner à ces startups en termes de communication et en termes de recrutement. Enfin, il y a plein de chômeurs en France. Franchement, on peut faire quelque chose. Et la mairie de Paris, elle a plein de locaux. Elle peut aider les startups à communiquer. Alors, dites-moi, quels sont... Je vais répondre après Jean-Louis. Je vais laisser Jean-Louis parler pour la mairie. Je ne me permettrai pas de parler pour la mairie. Être entrepreneur, créer une start-up, c'est se prendre en charge. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire demander le minimum aux autres. Vous me parliez de la communication autour de votre société ou de son produit. Mais si votre produit est le meilleur, tout le monde en parle et tout le monde a envie de l'avoir. Si votre produit n'est pas encore le meilleur, améliorez-le pour que tout le monde en parle et ait envie de l'avoir. Et si vous voulez, il faut arrêter de penser que l'on est dans un écosystème dans lequel on doit vous donner la main et vous aider. C'est tout le contraire, être entrepreneur, c'est d'avoir envie de se prendre soi-même en main et d'avancer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vie d'entrepreneur, c'est compliqué, c'est complexe. Votre produit n'est peut-être pas le meilleur, il faut l'améliorer. Il est insuffisamment connu, c'est parce que vous ne l'améliorez pas suffisamment et que vous ne bougez pas suffisamment pour le faire connaître. Vous avez du mal à recruter, tout le monde a du mal à recruter. Tout le monde a du mal à recruter. Et si vous voulez, vous ne faites que commencer à voir ce que c'est que la vraie vie d'entrepreneur. Mais ne croyez pas que c'est à l'État, à la mairie ou à je ne sais qui, de vous fournir tout clé en main pour que ça marche. Parce que sinon, ils n'ont pas besoin de vous. Et le concept du créateur d'entreprise, c'est qu'il est tellement important avec ses équipes dans le phénomène de faire émerger un produit, de le faire vivre et de faire gagner de l'argent, c'est qu'il n'est pas remplaçable. C'est ça qui différencie la start-up ou l'entreprise que vous créez d'un grand groupe mondialisé où on ne sait plus à qui il appartient et comment il est dirigé. Et qu'est-ce que l'on fait en aidant ou en permettant l'émergence d'un écosystème à plein d'endroits à Paris ? C'est des gens à passer le pas. Créer un incubateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous n'avez plus d'excuses pour ne pas créer votre boîte.
Mais une fois qu'elle est créée, attendez, c'est à vous. Vous n'aurez jamais de gens aussi brillants que vous pour la faire marcher. Et les gens qui vous donneront des conseils, ils ne seront pas meilleurs que... Enfin, ils seront meilleurs dans la formation ou le juridique pour votre entreprise, mais ils ne seront pas là pour vous aider sur l'avancée de votre produit. Ne croyez pas que aller dans la Silicon Valley, vous avez une absence d'État. Quand on me dit de quelle loi avez-vous besoin pour aider l'entrepreneuriat en France, mais supprimez au contraire le maximum de lois. Plus vous avez un environnement simple, non codifié, plus vous allez avoir des talents qui vont se naître et qui vont émerger. Alors on a besoin de les aider au début. Après, il faut qu'il y ait des surfaces disponibles pour qu'ils puissent s'installer, etc. Et donc ça, c'est le responsable, de manière macro, c'est la responsabilité politique. Mais on n'est pas là pour donner la main. Il n'y a personne pour donner la main. Et c'est pas ça. La chose importante, c'est d'être capable, de manière indépendante, d'avancer et de faire progresser son produit. Oui, tu as dit l'essentiel. Je voudrais juste rajouter qu'on est même très attentif, en tout cas à la mairie de Paris, à ne pas avoir des entreprises qui ne vivent que de subventions. C'est un des risques quand on aide les entreprises. Et d'ailleurs, on voit bien, on a toujours un petit volant comme ça de boîtes qui font 0 € de chiffre d'affaires, mais dont les dirigeants se débrouillent pour récupérer les subventions aux bons endroits. Et ça, si vous voulez, c'est la plaie des incubateurs publics et ce qu'il faut absolument éviter. Comme Xavier l'a très bien dit, nous ce qu'on essaie de faire, c'est d'animer l'écosystème, c'est de fournir les mètres carrés nécessaires pour que les jeunes créateurs d'entreprises ne soient pas pris à la gorge par le loyer, parce que c'est un des problèmes qu'il y a à Paris, et donc on essaye de le résoudre grâce à ces tarifs qui ne sont pas des tarifs de marché pour accueillir les entreprises. Et puis, on aide les associations qui gèrent les incubateurs, on les aide à gérer les incubateurs, mais ce n'est pas nous qui gérons les incubateurs. Agoranov est géré par Agoranov. Le Lab, c'est une association. Paris Pionnière, et que sais-je encore, et 1000 startups, ce sera également une structure indépendante. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que beaucoup d'incubateurs qui viennent d'être créés sont des incubateurs privés. The Family, 50 Partners, ou même Spark, l'incubateur de Microsoft. Et vous vous rendez bien compte que c'est la preuve du dynamisme du marché des startups à Paris, le fait qu'il y ait autant d'initiatives privées. Mais je suis entièrement d'accord, on ne va certainement pas faire la communication de votre produit à votre place. Ce serait ridicule. Et nous serions ridicules. Très bien, merci. Il nous reste 2 minutes. Alors on va faire, ils sont 6, donc ça fait 15 secondes de questions, 15 secondes de réponse. Allez, on est bon. Ok, je vais essayer d'être très rapide. Je m'appelle Benjamin, j'ai créé 2 entreprises, Check My Metro et Youpies. C'est un bon début, vous pouvez faire mieux. On va commencer. Donc en fait, il y a un mot, un terme assez à la mode en ce moment dans l'écosystème, c'est growth hacking. C'est être pirate de croissance. Et c'est en fait ne pas toujours tout faire dans les règles. Donc, on a lu vos histoires avec finalement le Minitel Rose et c'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez été pirate de croissance. Donc ma question. Et vous pensez que Free Mobile c'est autre chose ou que la Freebox c'est autre chose? Alors ma question c'est est-ce que selon vous il faut faire tout dans les règles, c'est-à-dire il y a un monsieur un jour, il m'a mis 1 mois en prison. À la sortie de la prison, il m'a vu dans son bureau. Il s'appelle Renaud Van Ruybeck. Il m'a dit, voilà, je crois que vous êtes un mec génial, mais je vous explique. Il y a une ligne jaune. Aujourd'hui, quand même, vous passez de l'autre côté. Alors, ce que vous faites à l'avenir, maintenant que vous mordez la ligne jaune, mais mordez-la beaucoup, mais vous passez pas de l'autre côté, et vous allez voir, ça ne va pas changer grand-chose. Et par contre, ça va changer plein de choses. Il est un peu lyrique pour notre pays. Moi, je suis très content qu'il m'ait dit ça, parce que ça a été une vraie leçon. C'était il y a 10 ans, c'était une vraie leçon. Donc oui, mordez la ligne jaune, regardez la loi, mordez la ligne jaune. RNB a mordu la ligne jaune, plein d'entreprises qui arrivent en France. Uber a mordu la ligne jaune, oui c'est vrai. Mais c'est un moyen de faire évoluer la législation, de faire évoluer les choses. Quand est-ce que vous avez mordu la ligne jaune la dernière fois? Tous les jours, j'espère. Me dites pas le contraire, parce que alors là j'aurais vraiment plus de raison d'aller bosser. J'espère chaque jour. Allez, on va prendre la dernière question, je suis désolé. Okay. Bon, je vais allez, on fait vite, on va essayer de répondre vite pour pas les vexer. Bonjour. Donc rapidement par rapport à l'écosystème dont vous parliez tout à l'heure sur les nouvelles technologies, les startups françaises, j'avais juste une question très simple, c'est aujourd'hui, vous, sur quel marché pensez-vous justement que les startups françaises peuvent révolutionner?
Sur tous les marchés, on est une économie mondialisée. Vous avez une bonne idée, elle peut être mondiale au départ de la France. Et c'est ça qu'on a envie, c'est de voir des startups mondiales qui partent de la France. Vous n'avez pas de barrière, pas de limite. Merci. Bonjour, Rodolphe Asselvander, hébergé chez Agoranov. Vous avez dit que vous étiez fan de hardware. On est en train de faire des robots qui vont changer le monde. Comment je fais pour présenter mon projet à l'inaccessible Xavier Niel? Alors, vous savez quoi? Donc, je continue de financer 100 dossiers par an. Donc, j'ai des trucs super organisés avec plein d'associés encore. Des choses qui s'appellent soit sur des tout petites levées de fonds, on a un projet avec Marc Simoncini et Jacques-Antoine Danjon qui s'appelle 101 projets, dans lequel on finance de manière très faible des projets. Et puis après, on fait tout en ligne au travers d'un site qui s'appelle Kima Venture. On finance 100 dossiers par an. Un peu plus cette année, je pense 120, 130, mais on fait ça depuis toujours et on s'éclate. Je vous promets, je les lis tous. Okay, ça marche. Rapidement, hein, je fais 2 lignes. Merci. Bonjour Monsieur Niel, merci beaucoup d'être ici. Laurent Boineau, je viens de quitter un vrai job de jeune cas dynamique pour créer Neodemia, qui est une société... Vous avez déjà pris le look d'ailleurs, c'est bien, merci. Pour créer... Vous êtes mieux là? C'est plus agréable? Beaucoup mieux sans la cravate, merci. D'accord. Donc pour créer Neodemia, qui est une plateforme de cours en ligne gratuit, donc de MOOC à la française. J'adorerais travailler avec vous là-dessus d'ailleurs. La question, c'est quel est en fait pour vous le futur de l'éducation, avec 42, avec les MOOC, etc. J'aimerais bien voir votre vision là-dessus. C'est un sujet qui n'a pas été rénové pendant un siècle. On a une super. Ça vous paraît bizarre ce que je vais vous dire. Je pense qu'on est en France très très bon en termes d'éducation. Maintenant, il faut réussir à l'apprendre, à la faire progresser, à la faire évoluer. C'est à vous d'inventer ça. Moi, je n'ai pas d'idée préconçue. On a fait 42 avec une image simple, c'est de se dire on a besoin de programmeurs informatiques qui viennent de toutes les classes sociales possibles en France. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas parce que les écoles d'informatique sont bonnes en France, mais elles coûtent 35 000 francs, donc c'est des scolarités hors de prix et pas accessibles au plus grand nombre. Et maintenant, on va rendre ça accessible au plus grand nombre parce qu'on a des gens qui ont cette formation intellectuelle précise qui leur permet de le faire et on va les accepter. Donc on a un modèle là, mais qui est un modèle associatif, qui n'est pas destiné à gagner de l'argent, mais à vous d'inventer des modèles qui correspondent à ce que vous avez vécu, vous, dans votre propre apprentissage, et qui va permettre à des jeunes d'être plus passionnés par leurs cours qu'ils ne le sont aujourd'hui. Inventez ça, faites-le. Ok, on s'en occupe. Merci, bon courage. Alors, bonne nouvelle, il paraît qu'il nous reste encore 13 minutes. Ah bon? Allez-y. Il n'y a plus personne debout. Bonjour, je m'appelle Valentin Vézinck, je ne suis pas à Sciences Po, mais je suis étudiant dans une autre grande école traditionnaliste française, un peu plus scientifique et qui commence par un P. Ah mince. On a un tout petit peu parlé. Je pensais qu'il y avait que des Sciences Po ici, j'avais fait exprès. Voilà. Et donc, je voulais vous demander, oui, il y a un point commun avec Sciences Po, je crois, dont on a déjà parlé, c'est que quand on en sort, on ne sait pas faire grand-chose, et qu'on sent beaucoup le besoin disons, d'avoir des points de vue différents, des talents différents, de trouver d'autres personnes que ceux qui nous encourent sur notre campus, on va dire. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour contacter, pour trouver d'autres collaborateurs justement qui nous compléteront bien? Alors déjà, félicitations parce que vous êtes venu à Sciences Po. C'est déjà un bon départ et une bonne ouverture d'esprit. Je pense que est-ce que vous êtes capable de sortir du monde dans lequel vous êtes? Je pense que oui. Et de connaître d'autres gens qui vont être dans ce que vous avez envie de faire demain et d'écouter leur point de vue, de partager avec eux. Et ensuite d'imaginer, si vous avez envie de créer une entreprise, de partager, d'aller lancer une entreprise. Moi, j'ai une discussion souvent avec les polytechniciens où je trouve que le taux de création d'entreprise des jeunes qui ont fait Polytechnique est relativement faible. Alors, ils me citent toujours quelques exemples, parce qu'on a quelques grands entrepreneurs français qui viennent de Polytechnique, et ils ont raison de le faire. Mais ce sont souvent des polytechniciens un petit peu atypiques. Mais je crois que le mélange, c'est quelque chose de génial. Je vais reprendre l'exemple que l'on citait tout à l'heure de 42. On est, je crois, en train de faire d'ailleurs quelque chose avec Polytechnique, mais quand vous mettez des jeunes issus de mondes différents, de cultures différentes, certains qui ont fait 6 ans de sociologie, d'autres qui ont qui ont eu un rejet scolaire vers l'âge de 15 ans, et que vous les mettez ensemble, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui sort. Et si vous voulez, cette mixité ou ce mélange, c'est un des vrais secrets pour créer, inventer quelque chose. Parce que si on a reçu tous la même éducation, qu'on va tous dans le même sens et qu'on n'est pas ouvert au reste du monde ou au reste des jeunes, de toute manière, on n'est pas capable d'innover, on n'est pas capable d'inventer. Et ce mélange est important. Donc je pense qu'on a besoin, et que vous avez besoin, parce que vous suivez tous des formations prestigieuses, ou la plupart d'entre vous suivez des formations prestigieuses, de vous ouvrir au reste du monde et à toute forme d'éducation ou de formation ou de milieu. Et de ça, vous arriverez à voir un monde peut-être un petit peu différent, mais qui va vous permettre d'imaginer et de créer des produits réellement différents. Je voudrais juste peut-être rajouter un mot. Les journées portes ouvertes des startups, ça sert aussi à ça. On s'est rendu compte, ça a été d'ailleurs un effet non prévu de cette initiative.
c'est que comme les startups, on joue le jeu, il y a 300 startups qui présentent leurs produits, qui communiquent à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Des jeunes diplômés ou en voie d'être diplômés ont rencontré des créateurs d'entreprises et se sont entendus avec eux pour se faire embaucher ou pour créer quelque chose. Et l'incubateur, ça sert aussi à ça. Je vais prendre un exemple très connu, mais Criteo, qui est en train de rentrer au Nasdaq, a été incubé chez Agoranov. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas Criteo qui a été incubé chez Agoranov, c'est qu'il y a 3 jeunes qui sont arrivés chez Agoranov et qui se sont rencontrés chez Agoranov et qui ont créé Criteo. Et c'est ce que disait Xavier sur l'association. Et la force de Criteo aujourd'hui, c'est justement le fait que des gens venus d'horizons différents ont eu l'occasion, parce que c'est à ça que ça sert aussi un incubateur, de se rencontrer. Ils avaient tous une idée d'entreprise qui était peut-être un morceau du puzzle, et cette rencontre a permis de terminer le puzzle. J'ajoute que nous réfléchissons aujourd'hui à la mairie de Paris à créer un événement de rencontres de type forum pour l'emploi, entièrement réservé aux startups. C'est-à-dire que il y aurait, vous connaissez les forums pour l'emploi qui sont créés, qui fonctionnent aujourd'hui et qui sont organisés par la mairie de Paris, qui sont parfois des forums thématiques. Et là, on en ferait un qui permettrait aux startups de rencontrer des gens qui veulent bosser dans des startups. Voilà. Bonjour, alors moi je m'appelle Jérôme Morvan, étudiant en 4e année. Ma question porte sur la thématique de l'économie et la finance solidaire. Donc, dans vos choix d'investissement et d'incubation d'entreprise, y a-t-il des critères de sélection liés à l'impact social? Si oui, lesquels vous paraissent pertinents? Et sinon, pourquoi ne croyez-vous pas en ce mouvement? Alors, on estime que c'est un modèle comme un autre. Je suis désolé, c'est pas très beau de vous le répondre comme ça, mais on estime que déjà tout projet doit avoir en soi l'idée d'une forme de commerce durable d'une manière ou d'une autre, parce que c'est absolument important. Après, quels sont nos critères de sélection d'un dossier ou d'un projet? C'est d'essayer de se dire... Il y a une chose que je tiens à vous dire qui est plus importante que tout dans la création d'entreprise, plus que votre projet, plus que la chance que vous allez pouvoir avoir, c'est vous. Et votre volonté de réussir, votre volonté de faire marcher le projet. Je vous citais tout à l'heure Michael Boukobza, mais c'est sa volonté, cette ténacité qui a fait qu'on s'est associés. Parce qu'il était punchy. Et si vous voulez, il avait envie de réussir, il avait envie de créer sa boîte, il avait envie d'avancer, il avait envie de... je sais pas quoi, tu le connais mieux que moi Jean-Louis, donc je sais pas, de faire plein de choses, d'évoluer et de faire plein de choses. Et si vous voulez, c'est ça qui a fait qu'on a été avec lui. Après, quand on va créer des projets, on va investir, on a investi dans une société d'e-learning au Pakistan. C'est pas cœur de cible, mais on a vu des jeunes au Pakistan qui avaient une envie et une soif de réussir inimaginable dans un environnement difficile et qui vous disent, voilà, je suis au Pakistan, je vais créer un produit e-learning destiné aux États-Unis. Pas gagnant, quoi, si vous voulez, intellectuellement. Mais il y a une telle énergie, ils ont tellement bien perçu le problème, on a le sentiment qu'ils ont tellement bien perçu le problème, qu'ils ont une énergie vraiment délirante, une envie de s'en sortir, qu'on va aller les prendre. Et si vous voulez, c'est toujours ça le critère de sélection. C'est un bon projet, au bon moment, et des gens qui ont envie de se battre et de réussir. Alors après, ils sont plantés ou ils ont réussi, puis on va faire des projets d'après. Et je vais même vous donner des exemples de projets où on a investi, où on ne croyait pas top au projet, et on a investi sur la personne qui l'a créé. En France, on est Marc Simoncini, Jacques-Antoine, et plein d'autres, Oleg, et plein d'autres personnes de l'écosystème, les frères Rosenblum, et plein d'autres. On est investisseurs dans une boîte qui s'appelle Restopolitan, qui est d'une fille qui s'appelle Stéphanie Pellapra. Pourquoi on est investisseur là-dedans? Pas pour le projet. Enfin, franchement, le projet à l'origine, on n'y croyait vraiment pas. Mais la nana a une telle énergie que l'on se dit, bon, ça va pas marcher ce coup-là, ça marchera le coup d'après, et on a envie d'être avec elle. Et on a envie de l'aider. Et si vous voulez, c'est ça, on va plus croire en l'homme que le projet. Parce que quand vous allez recevoir 50 projets équivalents, parce que vous recevez 50 projets équivalents, qu'est-ce qui va faire la différence de l'un par rapport à l'autre? Eh bien, c'est l'énergie, la volonté, la soif de réussir, la soif d'en découdre, la soif de faire du hacking, boarding, je ne sais pas quoi, comme on disait tout à l'heure, la soif d'aller au bout et d'aller dans ce sens-là, et la volonté de travailler énormément pour réussir. Et c'est ça qui va différencier un projet face à un autre. C'est cette soif de réussir. Parce que vous avez dans le monde des dizaines, je sais pas, 10 000, 20 000 startups qui se créent chaque jour. Dessus, il y en a énormément qui sont sur le même modèle. Vous avez des modes,
Marc Simoncini raconte toujours qu'il reçoit 10 dossiers par jour d'applications iPhone qui vont biper. Il a FMIT qui est d'applications iPhone qui vont biper quand on va se retrouver à côté d'une autre personne qui a la même application. Ça ne marche pas, ça. Et si vous voulez, tout le monde a le même projet, mais c'est l'énergie des gens qui va faire que ça va marcher ou pas. Et ça, c'est déterminant. Donc, si vous voulez, le facteur durable, non durable, ouais, mais ce n'est pas un critère ni plus ni moins. En tout cas, beaucoup moins important que l'énergie que peut avoir le créateur ou celui qui a envie de le créer, ou l'équipe qui a envie de le créer. Bonjour Monsieur Niel, Lambert Mondin, je suis en master à Polytechnique. J'aimerais savoir si vous pensez que ça peut être une bonne opportunité et à quel point ça peut l'être de partir pour un jeune qui veut faire de l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley et tous les alentours de San Francisco, qui est un petit peu le berceau justement de la création des startups et de l'entrepreneuriat. Le bon endroit, c'est l'endroit où vous vous sentez bien. Donc si vous vous sentez mieux à Paris, je sais que vu d'ici, on a l'impression que c'est un Eldorado dans lequel tout le monde vous donne plein d'argent, que vous allez cartonner mondialement et que c'est gagné. Déjà, vous n'êtes pas le seul à le penser, et l'environnement, il est sauvage, vraiment sauvage. Donc, ma question portait plus sur le fait de partir faire une expérience, par exemple une thèse, revenir ensuite en France. Pardon, excusez-moi. Mais avoir une expérience là-bas pour découvrir un petit peu Mais est-ce que vous avez envie de le faire? Si vous avez envie de le faire, faites-le. Très franchement, le vrai succès ou la vraie réussite, c'est de faire ce que vous avez envie de faire et dans lequel vous allez vous sentir bien. Et de la même manière, pour créer votre entreprise, si vous souhaitez en créer une demain, faites-le dans le domaine qui vous plaît et qui vous passionne, et à l'endroit qui vous plaît ou vous préférez être. C'est Paris, le meilleur endroit. En tout cas, pour moi, c'est Paris, mais si vous avez envie de créer une start-up dans la Silicon Valley, faites-le. Merci. Merci à vous. Bonjour Monsieur Niel, Erwan Kézard de Simplon.co, formation accélérée et rémunérée, programmeur entrepreneur à Montreuil. Donc avant tout, enchanté. Moi aussi, je vous vois d'habitude ailleurs, mais... Et de fait, je vais poser la même question que celle que mon associé a posée sur BFM TV à votre adresse, à savoir au niveau de l'international, du rayonnement, de l'enseignement de la programmation à la française, en quelque sorte. Quelle est votre vision? Est-ce que vous comptez former parmi vos élèves des trainers of trainers qui pourraient un petit peu répandre ce modèle pédagogique que vous êtes en train d'inventer? Ou est-ce que vous comptez rester sur initiative nationale? Ma question est assez précise. Last but not least. Moi, je connais un pays et une ville, d'accord? La France et Paris. Après, quand je fais des conférences en anglais, notamment à Londres, au premier rang, j'ai que des copains qui viennent me voir pour rigoler de mon accent. Donc, si vous voulez, je ne suis pas le mieux disposé pour sortir de mon territoire national. Il me reste la Belgique, la Suisse et une partie du Canada. Je peux à peu près m'en sortir convenablement, mais ailleurs, il y a toujours une blague avec mes enfants. J'ai 2 garçons qui ont 11 et 13 ans. Ils disent « Papa, on ne sait pas comment tu as gagné autant d'argent aux États-Unis en parlant aussi mal anglais. » Voilà. Vous avez la blague de mes enfants assez habituelle à chaque fois qu'on est ensemble dans un territoire américain. On ne peut pas tout faire partout. Moi, je suis très confortable pour faire ça en France et je vois les besoins ici et ce que l'on peut faire et ce que l'on peut apporter à un écosystème local. Et je pense que Paris, pour souvent voir des gens de la Silicon Valley qui viennent à Paris, c'est une ville fantastique où ils ont envie de venir et de rester. Et vraiment, c'est un côté... Montreuil aussi. Et Montreuil aussi, je n'aimerais pas vexer plein de gens. Montreuil, c'est Paris, c'est le Grand Paris. C'est le Grand Paris. Mais je suis né à Créteil, j'estime que je suis né à Paris, donc dans ma définition, je le rajoute tel quel. Mais voilà, et si vous voulez, on est là. Donc chez 42, qu'est-ce que l'on fait? D'une manière différente, mais vous le faites aussi par ailleurs d'une manière différente, on essaye de former des jeunes à un savoir-faire qui est là, et puis on avance dans ce sens. Si ces jeunes, demain, ont envie de se prendre en main et d'aller faire la même chose à l'international, on serait très fiers. Mais on ne va pas les former à former. On va les former, eux, à apprendre. Et si derrière, ils ont envie de décliner ça pour le faire ailleurs, sous un format ou sous un autre, et qu'on peut les aider, on le fera. Alors, l'avant-dernière question. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Frédéric Fredermer. Je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Green Bureau. Je voulais revenir un peu à Free, et c'est amusant, ma question ressemble beaucoup à la précédente. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi vous n'aviez pas étendu le modèle de Free à d'autres pays européens. Parce qu'on a, on va faire un peu moins de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On faisait 0 il y a 10 ans. On faisait 3 milliards, un petit peu plus de 3 milliards l'année dernière, 2 milliards l'année d'avant. On a un peu de croissance. Un petit peu de croissance, pas beaucoup, un petit peu. Et que le marché français nous a bien débordé. Et puis, on connaît ce marché.
on sait ce dont vous avez besoin sur ces marchés de télécommunications. Et si vous voulez, on pense que c'est là où on sera le meilleur. Et à faire beaucoup de choses, à un moment, on ne fait plus grand-chose. Donc on essaye de se concentrer, d'être assez focus ici. Alors après, on va vieillir, on va prendre la grosse tête, on va se dire qu'on est des génies, on essaiera de faire la même chose ailleurs. Mais en attendant, on va essayer de rester à peu près simple et de continuer ici en faisant exactement ce qu'on connaît. C'est un des vrais secrets. Prenez une activité qui est votre passion dans un monde que vous connaissez et faites-la avancer. Et essayez de faire plein de choses et de ne pas être focus sur quelque chose, on ne fait plus grand-chose. Dernière question. Bonjour Xavier, Bonjour. Je suis Paul-Arthur Patarin, je suis un des 4 cofondateurs de Meludia, on est tous les 4 ici. C'est une société qui révolutionne l'éducation musicale. Moi j'adore parce que vous nous dites tous révolutionner, alors je trouve ça fantastique parce que comme j'ai utilisé ça toute ma vie, pas toujours à raison, bravo, continuez, je suis très touché par le mot révolution. Eh bien, merci. En plus, ça, pour moi, c'est vrai, vous avez dit que ça n'a pas été révolutionné depuis 100 ans l'éducation. L'éducation musicale, c'est encore pire, c'est 3 siècles. Et, vous avez peut-être un associé potentiel dans la salle. Ah, et bien justement... Je le vois plus, pardon. Oui, excuse-moi. Ouais, ça marche carrément. Et justement, donc, on est à la veille du lancement, on est 13 personnes aujourd'hui. Et notre problématique, c'est passer de l'amorçage au développement, vraiment. Et en gros, on voudrait s'associer avec vous. Ça serait le must, hein, vraiment, pour toutes les problématiques qu'on a en France à ce niveau-là. Comment on fait? Parce que Kima est mis sans un projet, c'est une problématique plutôt d'amorçage, qui sont pas suivis. Moi, mon truc, comment est-ce qu'on s'associe ensemble? Je reviens à la même chose, c'est qu'il faut faire ce que l'on sait faire. Et j'ai fait un choix délibéré, il y a très longtemps, il y a maintenant 13 ou 14 ans, d'aider qu'une chose, et de se concentrer sur une chose, c'est l'amorçage. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus difficile et le plus magique. Vraiment. Le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas aller très loin, qui vont vivre quelques mois et qui vont disparaître. Et c'est aussi le moment le plus fantastique parce que c'est là où des gens se révèlent, se mettent à émerger et à fonctionner. Et je me suis concentré là-dessus. Et je m'en excuse. Je m'excuse pour vous et pour tous les autres. Mais je me suis vraiment concentré là-dessus et je souhaite continuer à me concentrer là-dessus. Et tout ce que l'on fait, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est 42 former des jeunes à l'informatique et après, quelques-uns y créer des entreprises. Là, Alfred c'est s'intégrer dans un écosystème parisien et aider cet écosystème parisien à permettre l'émergence de nouvelles entreprises. Chez Kima, on finance des startups. Donc je suis vraiment là-dessus, je m'en excuse. Derrière, si votre produit est bon, j'entends toujours des jeunes dire c'est pas possible de trouver des fonds en France, etc. Si votre produit est bon, vous allez trouver des fonds. Oui, bien sûr. Après, on veut les choisir, c'est la différence. Bien. Très bonne nouvelle. Je disais, il s'agit de conclure maintenant, malheureusement, je disais que la taille de votre patrimoine, Xavier Niel, n'était pas forcément ce qui nous impressionnait le plus. Je pense que ce qui nous impressionne beaucoup aussi, c'est que vous avez choisi d'appeler votre entreprise Libre. Et en choisissant ce nom, je pense personnellement que vous êtes rentré dans le cercle restreint des grands entrepreneurs qui ont choisi d'appeler leur entreprise Pomme, Gazouillement, Amazon ou Vierge. Et pour ça et plus encore, Xavier Niel, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.